Là, on va se concentrer sur la cybersécurité, la cyberattaque, la cyberdéfense. Il y a différents types de hackers. Toi, tu es attaquant et toi, tu es plutôt du côté défensif. Tu peux accéder facilement à une webcam. La personne se fait piéger, il y a un malware qui s'exécute en tâche de fond sur son PC. Il peut récupérer des fichiers, il peut prendre une photo de la webcam aussi. Ah, c'est vrai. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, Légende Business. On va parler du secteur bancaire qui recrute avec la Fédération bancaire française, la FBF et l'Opco Atlas qui sponsorise aujourd'hui cette émission. Il y a 45 000 emplois chaque année dans le secteur bancaire. Autour du secteur bancaire au sens large, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de métiers différents, je crois plus de 200 métiers différents dans lesquels ils recrutent. Là, on va se concentrer sur la cybersécurité, la cyberattaque, la cyberdéfense, puisqu'à l'intérieur des banques, il y a des gens qui travaillent dans des domaines du coup de cyberdéfense pour sécuriser évidemment le réseau des banques, les employés eux-mêmes, mais aussi à l'intérieur, les comptes, etc. Et il y a aussi des gens à l'intérieur qui vont travailler pour attaquer la banque à l'intérieur, pour essayer justement si le système informatique est suffisamment sécurisé ou non. Ça s'appelle la Red Team, la Blue Team. Blue Team, c'est ceux qui défendent la banque à l'intérieur, et Red Team, c'est ceux qui vont attaquer, alors qu'en fait, ils font partie de la banque pour essayer. On va essayer de parler de ces sujets-là avec différentes personnes qui bossent dans le secteur de la cybersécurité. Il y en a qui ont commencé au ministère des Armées, d'autres qui ont eu des cursus plus classiques, ils vont nous expliquer tout ça. Je vous mets le lien, en tout cas, dans la description, si ça vous intéresse d'aller voir et d'aller postuler. Il y a eu plus de 19 000 alternants l'année dernière, donc si vous cherchez un poste d'alternance, de stage, d'emploi, de reconversion professionnelle même, voilà, ils recrutent dans plein de métiers très différents. Il y a le lien dans la description sur YouTube et en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. Vous aurez le lien aussi dans la description à chaque fois. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour avoir des renseignements. Voilà, si ça vous intéresse, on va commencer maintenant avec Cécile, qui est la première à parler aujourd'hui et qui est dans une Blue Team. C'est parti. Bienvenue Cécile. Merci. Experte en cybersécurité. On va parler de Red Team, de Blue Team après. On va essayer d'expliquer. Tout à l'heure, il y a deux autres garçons qui vont venir, un en Blue Team, un en Red Team. On va parler exactement du métier de cybersécurité du coup dans la banque pour essayer de comprendre un peu ton métier. Qu'est-ce que ça veut dire Red Team, Blue Team le plus simplement possible? Toi, tu es en Blue Team et tu es habillé tout en rouge. Ouais, désolé, ça va pas aider. Mais la Blue Team, c'est la défense en fait. Ça fait référence à un jargon militaire où la Blue Team, c'est la défense, c'est la sécurité. Et la Red Team, ils vont faire des exercices. Ils vont imiter par exemple des groupes d'attaquants au niveau cyber et nous exercer puisqu'on doit toujours être prêt. Et donc, ils vont simuler des vraies attaques. Là, on est là pour la FBF, la Fédération bancaire française, donc, qui recrute plein de postes dans plein de banques. Donc toi, tu travailles dans une banque, on ne va pas dire laquelle. Les garçons qui vont venir après travaillent peut-être dans une autre banque, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, il y a des équipes de Red Team qui s'entraînent et de Blue Team dans chaque banque, en fait, pour entraîner le serveur, les serveurs et toute la cybersécurité pour pas qu'il y ait des hackers qui arrivent à accéder aux comptes bancaires, en fait. Logiquement, vous êtes les remparts, en fait, contre les attaques informatiques. La Blue Team, donc, va faire des remparts pour protéger, pour voir là où il y a des failles à l'intérieur. Et la Red Team, c'est des gens qui sont payés par la banque, qui sont à l'intérieur des bureaux de toutes les banques que vous connaissez, connues, et qui vont être des hackers de l'intérieur, qui vont essayer de trouver les failles pour que la Blue Team s'exerce. Et donc, ils vont se faire ces attaquants contre attaquants. Ça paraît très fun comme boulot, comme ça, parce que c'est le chat et la souris tous les jours, en fait. Oui, et puis il faut être prêt, puisqu'on ne sait pas toujours si c'est un exercice ou c'est une vraie attaque. Donc, on a un besoin de réactivité qui est vraiment important quand on est dans la Blue Team. Et il faut être performant, il faut vraiment pas se tromper, parce que derrière, c'est peut-être un vrai groupe d'attaquants. Parce que la Red Team utilise vraiment les outils d'attaquants, en fait. Ouais, donc tu ne sais jamais si c'est un exercice ou pas, c'est le but. Non, on peut essayer de soutirer de l'information auprès de la Red Team pendant le déjeuner à la cantine, mais... Vous n'avez pas trop le droit de vous parler, je crois. Disons que on essaye de soutirer des infos, mais ils ne vont pas trop nous en donner, quoi. Non. C'est qui attaque le plus la France et les banques françaises aujourd'hui? Ça vient d'où les attaques? En fait, il y a un profil d'attaquant qui est assez varié, puisqu'on peut aussi bien avoir un script kiddies, qui est... donc c'est un adolescent, en fait. Un adolescent qui va... faire un petit peu un défi technique seul dans sa chambre. Il va essayer de défigurer un site internet pas sécurisé et il va réussir, par exemple, à mettre une image sur le site qui n'est pas sécurisé. Ensuite, il peut y avoir des groupes cybercriminels. Donc là, clairement, ce sont des groupes qui sont très bien organisés, qui sont professionnalisés et qui vont essayer d'avoir de l'argent, tout simplement. Ils sont par des États, parfois, ou pas?
Exactement, il y a aussi des groupes étatiques qui vont cibler différentes entités. Et là, l'objectif final, ce sera aussi bien de l'espionnage, récupérer l'information, que du sabotage aussi, donc de la destruction de matériel. Toi, tu as une formation, on va parler après des formations, de comment on devient expert en cybersécurité. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Est-ce que c'est équilibré, les hommes, les femmes, dans ce métier-là? Non, pas vraiment. C'est pas équilibré puisqu'on parle de 14 à 16% de femmes en cyber. Donc c'est très peu. C'est beaucoup de mecs, ouais. C'est beaucoup de mecs. Et que ce soit au niveau des conférences ou autres, on le voit, ou même dans nos équipes, il y a très peu de femmes. Et plus on monte au niveau hiérarchique en cyber, il y a encore de moins en moins de femmes, quoi. D'accord. Toi, tu as un parcours un peu atypique. Tu as une formation géopolitique, géoéconomie. Si tu voulais travailler dans les renseignements au départ, c'est des secteurs qui sont souvent un peu reliés, tout ça. En fait, ce qui m'intéressait, c'est que j'ai fait mon Master 2 et j'ai travaillé dans le secteur de la défense, puisque c'était un sujet qui m'importait, notamment pour travailler pour la France. Et on m'a parlé de l'Agence nationale de cyberdéfense, donc l'ANSSI. Et c'est pour ça que j'ai postulé, j'ai travaillé directement à l'ANSSI. J'avais noté attaque d'hôpitaux, institutions. Oui. C'est parfois pour des demandes de rançon, on va y revenir, mais ça peut être différents types d'attaques. C'est quoi le point fort des hackers français, toi qui bosses pour protéger les banques des hackers? Est-ce que les hackers français sont bons? Il s'avère que justement, il y a eu des divulgations Snowden. Donc en 2013, c'était un ancien agent de la NSA, en l'occurrence. Ouais. Donc l'agence de renseignement américaine qui a publié pas mal d'informations, et notamment les Américains qui avaient ciblé l'Élysée en 2012. Et ils avaient parlé des Français, et ils avaient dit justement que les Français étaient bons, notamment au niveau de la détection, puisqu'ils avaient vu que l'Élysée était ciblée par une attaque américaine. Donc oui, il y a un bon niveau. Tu sais que ça avait vachement évolué, qu'avant, il fallait beaucoup plus de temps pour attaquer une cible, alors que maintenant, c'est assez rapide. Disons que ça dépend. Ça dépend de l'objectif final, ça dépend de la cible aussi, puisqu'il y en a qui vont plutôt, par exemple, si on parle de cybercriminalité, il y a des groupes d'attaquants qui vont s'attaquer aux gros groupes où il y a un niveau de sécurité qui est peut-être plus élevé. Et là, ils vont mettre des moyens qui seront plus conséquents. Donc ça va peut-être prendre du temps pour, par exemple, déployer un ransomware ou un rançongiciel. Et il y en a d'autres qui vont s'attaquer à des TPE, des PME qui ont des niveaux de sécurité plus faibles, mais qui vont demander des rançons plus faibles, mais ils vont taper de nombreux pour faire du chiffre, en fait. C'est quoi ransomware, logiciel, tu dis là? Alors, rançongiciel en français, ransomware en anglais. En fait, c'est le fait qu'un attaquant déploie sur le système d'information cible un programme malveillant qui va chiffrer les données. C'est ça, ouais. Pardon, je suis très... j'essaie de prendre des mots qu'on puisse tous comprendre. Ouais. C'est un programme malveillant qui va chiffrer les données, donc elles seront inutilisables. Et donc après, l'attaquant va demander une rançon. J'ai chiffré tes données, tu payes cette rançon, et je vais te donner une clé pour déchiffrer ces informations. C'est prendre en otage des données. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, ils font du double rançonnage, c'est qu'avant de chiffrer, ils sont dans le système d'information, et là, ils vont exfiltrer des informations et dire, bon, maintenant, j'ai aussi tes infos, et je vais les publier sur Internet. Donc, paye une bonne rançon, sinon je les publie, et là, c'est ennuyeux, tant pour l'image qu'au niveau stratégique de l'entité concernée. Ça arrive, ça, vraiment? Ah oui, clairement, il y en a beaucoup. Ouais. Les gens payent? Alors, certains payent, puisque la preuve, ça continue, puisque si on ne paye pas, les attaquants se tourneraient vers autre chose. Un autre business? Oui. Donc, c'est évidemment déconseillé de payer. Ça évolue avec le temps, les attaques. Toi, tu fais ce métier depuis combien de temps? Donc là, moi, ça fait 14 ans. Là. 14 ans que tu bosses dans la même banque ou pas? Non, en fait, j'ai fait 4 ans à l'ANSSI, donc l'Agence nationale de cyberdéfense. Et puis après, donc ça fait bientôt 9 ans dans une banque. Tu avais un gros niveau d'informatique? Pas du tout, parce que j'ai un... T'as quoi comme bac? Un bac S, en l'occurrence. Donc scientifique, mais j'étais plutôt littéraire en soi, donc rien à voir. Et il s'avère que... Et je m'imaginais pas. Un bac L, c'est moins... T'aurais moins de maths? C'est ça. Mais bon, c'était plus vendeur de faire de S. On m'a conseillé de faire S, en l'occurrence. Et je m'imaginais pas travailler du tout là-dedans? Cybersécurité. Pas du tout. Mais t'es une fan d'informatique, quand même? T'es un peu geek de base ou même pas?
Maintenant, oui, ça m'intéresse évidemment, mais quand j'étais ado, j'allais pas désosser des ordinateurs. J'étais plutôt en train de lire ou faire du sport, donc rien à voir. Rien à voir. Non. Donc tu fais 4 ans donc à l'ANSSI au départ. Oui. Donc tu dis c'est l'agence nationale de sécurité de cyberdéfense, c'est ça? C'est des systèmes d'information. Tu vas faire 4 ans et après tu vas faire quoi? Et après, donc j'ai été recrutée au CERT d'une agence bancaire. Le CERT, c'est le Computer Emergency Response Team. Donc, c'est un centre de réponse à incidents cyber, en fait. C'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, Red Team, Blue Team, c'est là-dedans. C'est ça. Est-ce que tu t'es déjà fait approcher par un pays étranger à l'époque où tu étais à l'ANSSI, donc l'agence qui défend aussi les institutions, etc. Est-ce que tu t'es déjà fait approcher pour te retourner? Non, mais on est sensibilisé et puis on est assez discret quand on y travaille et non. C'est-à-dire quoi, on est sensibilisé? On est sensibilisé au risque. On sait très bien que certains pays peuvent approcher d'autres pays pour avoir des informations sensibles. Et ils peuvent utiliser des leviers comme l'argent, l'ego, l'idéologie ou le sexe. Ça fait partie des leviers connus pour exploiter. Pour faire chanter quelqu'un. C'est ça, c'est ça, tout simplement. Tu faisais plus attention à l'époque quand quelqu'un venait de parler, tu disais tiens, bizarre. Est-ce que tu étais plus attentive à tout ça? Oui, mais puis même sur Internet, on n'est pas trop sur les réseaux sociaux, on évite. Oui, bien sûr. Ça, on vous prévient, on vous forme à ça? Oui, il y a des formations, bien sûr. Et puis, il y a aussi des chefs qui rappellent, tu vas dans un autre pays. Je me souviens, un collègue, il lui disait, tu t'imagines bien que si une jolie personne de 20 ans vient t'approcher, ce ne sera pas pour ton charisme. Quoi. Il ressemble à... On va parler d'anecdotes précises après, mais dernière question. À quoi ressemble ton quotidien? Tu te fais démarcher par une banque, tu es à l'ANSSI, tu vas partir sur une banque, etc. Tu es resté sur la même banque? Oui. Il y a un rapport avec la couleur rouge, en plus, la tienne. Il y en a plusieurs, des banques rouges. Tu vas te retrouver à faire quoi concrètement? C'est quoi un quotidien à peu près? Est-ce que ça change tous les jours? Est-ce que c'est quoi ton métier, ta vie? En fait, je vais faire la veille. Parce qu'il faut savoir vraiment que le secteur de la cyber, ça évolue beaucoup. Donc le matin, on va regarder s'il y a eu de nouvelles attaques intéressantes à suivre, qui a ciblé qui, s'il y a un nouvel outil qui a été déployé par des groupes d'attaquants, parce qu'il y a une presse spécialisée, donc il y a beaucoup de choses à suivre. Il y a des chercheurs qui écrivent sur le sujet. Donc on suit tout ça. Il y a un microcosme en fait sur la cyberdéfense. Oui, clairement. Tu arrives le matin à la banque. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont bossé la nuit au cas où en défense, au cas où il y a une attaque nocturne? Bien sûr, ça peut nous arriver puisqu'on est d'astreinte. Donc quand il y a des astreintes, on peut être appelé au beau milieu de la nuit. Comme un pompier. C'est ça, comme un pompier. Ça peut être un faux positif ou une urgence. Il faut qualifier l'incident en fait. Ça t'arrive qu'on t'appelle en plein milieu de la nuit? Oui, ça arrive fréquemment. Fréquemment? Oui, on doit aider la filiale ou l'entité pour comprendre ce qui s'est passé, en fait. Et t'as pas d'horaire précis, du coup, dans ce métier? En fait, quand on fait des astreintes, il faut qu'on soit joignable. Donc, on sait qu'on fait une astreinte du lundi matin au lundi matin. Donc, pendant cette semaine, il faut être joignable. Tu vas pas aller à la piscine pendant ce temps-là, par exemple. Il faut vraiment être là. Là, on parlait de ton métier, ton quotidien. Tu arrives le matin, tu fais de la veille. Tu fais quoi ensuite? Ensuite, donc déjà, la veille, il y a aussi au niveau, je voulais rajouter au niveau des vulnérabilités. Parce qu'on suit aussi tout ce qui est information sur les vulnérabilités sur un logiciel ou autre, parce que c'est une porte d'entrée pour les attaquants. Donc, il faut voir s'il y a une exploitation possible sur ces vulnérabilités. Et personnellement, avec mon background aussi géopolitique, je suis aussi toutes les informations qui pourraient être intéressantes. Par exemple, si un pays lance un plan stratégique sur 5 ans en mode il faut qu'on axe notre développement sur la défense ou la banque, on se doute que derrière, il y aura certainement des cyberattaques dans ces secteurs pour se développer dans ces secteurs. Ça a été déjà vu sur certains pays. Vous êtes souvent attaqué ou c'est un peu un mythe, entre guillemets, ou est-ce que ça arrive vraiment genre une fois par semaine? Est-ce que c'est plus une fois par mois? À peu près une approximation? C'est une fois par an? C'est quoi? Alors, les groupes d'attaquants suivent l'adage suivre l'argent, follow the money, évidemment. Donc, ils tentent. Donc, il y a beaucoup de tentatives, évidemment. En 2017, quand tu commences et tu arrives dans cette banque là, dans laquelle tu travailles, en fait, les méthodes n'étaient pas les mêmes. Ça a évolué, tu le disais. Il y avait des cyberattaques qui étaient vraiment craintes. C'était les distributeurs de billets à l'époque. C'était vraiment un truc qui était un peu à la mode. Ils arrivaient à hacker un distributeur de billets à distance ou en se branchant dessus? Ce qui est intéressant, c'est qu'il liait justement aussi bien le physique que l'attaque à distance. Puisque là, c'est quelqu'un qui est arrivé devant le distributeur de billets
et qui mettait un coup de perceuse ou de visseuse dans le distributeur pour après avoir accès au terminal. Et donc là, il branchait un ordinateur et quelqu'un à distance compromettait la machine, le distributeur de billets, pour faire cracher l'argent. Ça, c'est déjà arrivé? Oui. Et donc la personne sur place n'avait plus qu'à ouvrir le sac et ça crachait. Donc c'était un peu ennuyeux. C'était technologiquement réussi, abouti. Oui. Et comment ils se sont... ils ont pu contrer ça, du coup, les équipes de Blue Team, là, du coup, des banques, comment elles ont fait? C'est en partageant l'information, en voyant quel cas... Oui, on partage beaucoup entre pairs, notamment entre banques, pour savoir quel modèle est ciblé, qui a eu des attaques de ce type, pour après revenir sur ceux qui font les distributeurs de billets et leur dire, bon, messieurs, mesdames, il y a peut-être une vulnérabilité, il faut la corriger rapidement. Et c'est ce qui est fait dans ces cas-là. D'ailleurs, ça vous intéresse de bosser dans les banques? Là, on parle de cybersécurité. On s'est amusé à vraiment prendre un thème qu'on ne connaît pas toujours très bien de l'extérieur, mais il y a beaucoup de métiers. Et je vous mets le lien, si vous voulez, en cliquable dans la description sur YouTube. Vous pouvez cliquer directement dessus et postuler. Vous soyez alternant, vous venez d'être diplômé aussi, peu importe. Voilà, vous avez tout ça directement dans la description sur YouTube. Et pareil, si vous nous écoutez en podcast audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon Podcast, vous aurez dans la description le lien pour aller retrouver ça. Juste, est-ce qu'on peut donner un exemple de ransomware que tu as vécu, toi, ou que tu as vu, que tu connais un peu? Bien sûr, il y a eu différents types d'attaques par ransomware qui ont ciblé de nombreuses entités, que ce soit les hôpitaux ou les administrations, ce qui est évidemment gênant parce que les hôpitaux, derrière, ils ont une obligation de service de continuité de service, en fait. Donc, ils ne peuvent pas ne pas travailler. Donc, si les attaquants mettent à plat leur système d'information, ils sont dans l'impossibilité de travailler. Et derrière, on parle de vie humaine. Donc, l'impact est évidemment énorme. Surtout qu'ils possèdent des informations stratégiques et sensibles sur les patients et qui pourront être les dossiers médicaux, ça sort, évidemment. Et donc ça peut être réutilisé et vendu après sur le dark web. C'est pareil pour les administrations publiques. En mars 2025, ransomware Van Helsing a attaqué une entreprise française et demande une rançon pouvant atteindre 500 000 $ en échange de la non-publication de données confidentielles de l'entreprise. C'est un exemple concret qui a existé. La France ne paye jamais de rançon. L'État? Alors, c'est vivement déconseillé, en fait. C'est vraiment déconseillé de payer les rançons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que simplement, si vous payez, vous favorisez le système. Ça envoie un signal où tu dis, tiens... Ouais. Simplement, si ça marche, les attaquants vont continuer, ils vont poursuivre. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Donc, si vous payez, ils continueront pour avoir plus d'argent. Et il y a d'autres choses, c'est que, est-ce que vous négociez avec quelqu'un qui vous met un flingue sur la tempe? Je ne pense pas que ce soit la bonne idée. Parce que derrière, ils n'ont ni foi ni loi. Vous avez beau payer la rançon, qui vous dit qu'ils vont vous donner la clé de déchiffrement, ou simplement ne pas publier les données qu'ils ont exfiltrées. Vous n'en avez aucune garantie. Oui. Et vous payez une rançon, et demain, ils vont peut-être vous demander de payer une autre rançon, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment, et l'importance, quand on est ciblé par une attaque ransomware, ça va être de porter plainte. Parce que ça, c'est vraiment important. Et derrière, les forces de l'ordre, à plus ou moins long terme, réussiront à faire quelque chose derrière et à mettre des moyens derrière pour limiter les attaques. Les adversaires laissent des traces. Comment tu sais de quel pays ils viennent? S'ils ont des VPN, donc ça permet de changer d'adresse IP, tu ne sais pas trop d'où ils viennent. Comment vous arrivez à savoir qui c'est, d'où ils viennent? Alors attention, on ne fait pas d'attribution, parce que l'attribution, ça reste un acte politique. En fait, si on va dire ça vient de ce pays-là, on est déjà dans une approche de riposte. Donc nous, on ne va pas dire ça. On va croiser, on va avoir des liens qui vont déjà nous faire comprendre de quel mode opératoire il s'agit. Et on va avoir différents liens comme ça qui vont nous amener vers un groupe d'attaquants, par exemple. Est-ce que tu as des mecs qui bossent avec toi, qui étaient du mauvais côté de la force avant, qui aimaient bien un peu, qui étaient pas du bon côté? Il y a différents types de hackers, on va en parler. Il y a des white hats, donc c'est hacker éthique du bon côté. Black hat, c'est hacker malveillant. Ouais. Ça veut dire hacker ambigu, c'est entre les deux, quoi. Ouais. En zone grise. Oui, parce qu'il peut avoir une vulnérabilité, peut-être demander une rançon, mais on parle surtout en cybersécurité du black et du white, en fait. Ouais. Donc les blues et les reds, c'est vous? En fait, c'est ça, non? Alors, pas tout à fait. Les reds, ça va être ceux qui combattent les black hats.
Et le blue, c'est ceux qui vont par exemple faire des tests en fait, si vous publiez votre site internet, voir s'il est sécurisé avant qu'il sorte par exemple. Et les yellow ads, pour terminer, les jaunes, c'est quoi? C'est ceux qui vont plus cibler les bases de données, tout ce qui est intelligence artificielle. Est-ce que tu as dans ta team des anciens black hat ou grey hat un peu qui étaient du mauvais côté ou dans une zone grise? Il faut savoir simplement que si on veut travailler dans une banque, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Donc s'ils sont amusés et fait toper par la police, ce ne sera pas possible de travailler avec nous. Non mais c'est pas pour ça, c'est parce que tu n'as pas été attrapé que tu n'étais pas du mauvais côté. Voilà, non mais je ne veux rien dire de plus. Je voudrais qu'on parle de Lazarus, un des plus gros braquages numériques. Il y a un groupe d'hackers, donc Black Hat, là pour le coup, qui sont nord-coréens, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc c'est relié à un État. Voilà, en 2016, ils sont responsables d'un des plus gros braquages numériques en visant la Banque centrale du Bangladesh. Comment ils ont infiltré une banque? Alors, déjà, en fait, dès 2015, ils ont envoyé différents phishing, des mails piégés, à des employés de la Banque centrale du Bangladesh. Ce mail, en fait, c'était une offre d'emploi. C'est quelqu'un qui cherchait un emploi. Et donc, il fallait cliquer sur un lien pour télécharger CV et lettre de motivation. Et évidemment, si vous cliquiez, ce qu'un employé a dû faire, et la machine était compromise. Donc, le groupe d'attaquants avait déjà un premier pas dans le système d'information. Ils sont restés là pendant 1 an à comprendre les process, rester discrets, évidemment, pour vraiment voir comment ça fonctionne. Et ensuite, ils ont utiliser le réseau SWIFT comme des employés pour émettre des demandes de virement. Puisqu'il faut savoir que la Banque centrale du Bangladesh avait un compte en banque à la Fed, donc c'est la réserve américaine, d'environ $1 milliard. Et donc l'idée, c'était de récupérer ce $1 milliard. Ils ont réussi ou pas? En fait, pas vraiment, puisqu'ils ont ouvert 4 comptes bancaires, mais qui étaient situés à Manille, aux Philippines, dans une rue qui s'appelle la Jupiter Street. Et Jupiter, c'est aussi le nom d'un bateau qui est iranien, qui était sous embargo. Donc, autant dire que la Fed, il y a des systèmes automatiques, ils ont vu Jupiter, ça a sonné des alarmes. Et donc, il y a eu énormément de virements qui n'ont pas pu être faits à cause de cela. Et en fait, ils ont fait une deuxième erreur, c'est qu'ils ont fait une faute d'orthographe. L'argent devait transiter par une banque allemande vers la Shalika Foundation. Sauf que cette ONG, ils l'ont écrit d'une mauvaise manière, ils ont écrit Shalika Foundation, ils ont oublié le O. Et l'employé qui mérite une médaille, qui a vu la faute d'orthographe, a demandé des informations au sujet. Et donc, simplement, ils ont bloqué les virements. Ils se sont fait avoir comme ça. Il y a 20 millions qui ont été aussi, qui n'ont pas été virés à cause de cette faute d'orthographe aussi. Ah oui, donc il y en a qui gagnent vraiment beaucoup d'argent avec les hackers, parfois gagnent beaucoup d'argent. Ah oui, là, en l'occurrence, ils auraient récupéré à peu près $80 millions sur le milliard. Mais comme ils ont fait pas mal de fautes d'orthographe ou ces erreurs, ils n'ont récupéré que 80, mais c'est déjà énorme. Et ils ont réussi à le blanchir assez rapidement, notamment dans les casinos en Asie, où ils avaient vraiment beaucoup de personnes en fait, qui travaillaient pour eux. Ouais. Et donc, pour blanchir, c'est assez pratique, puisqu'en fait, l'argent, vous le mettez en jetons, vous jouez, notamment au baccarat, c'est un jeu asiatique bien connu, et il n'y a que 10% de pertes. Donc, ils jouaient pendant des semaines pour réussir à blanchir l'argent, et après, c'est réintroduit en vrai billet, tout simplement, dans l'économie. Une fois, c'est un employé qui essayait de s'enrichir avec les fonds de la banque. Ça vous est arrivé aussi? Comment ça s'est passé, ça? Ils essayent de changer les IBAN. Dans d'autres cas, on a vu des fautes d'orthographe. Là, ils essayent de prendre des IBAN à eux. Ils mettent leur IBAN sur un virement sur des trucs de clients. Et au final, ils tentent. Mais bon, derrière, ça se voit. Surtout sur les réseaux sociaux, s'ils affichent leur nouvelle voiture qui ne correspond pas au salaire de quelqu'un qui travaille en banque, ça se voit quand même vite, quoi. Vous vérifiez les salariés qui bossent avec vous c'est un peu la police à l'intérieur, le renseignement? Alors justement, non, on n'est pas le renseignement parce que nous, on veut vraiment que les gens nous parlent. Et ça, c'est clairement... on a des personnes qui vont nous dire « Non, j'ai pas cliqué pendant des jours. » Et à la fin, nous dire « Bon, si, j'ai cliqué. » En fait, nous, on a besoin de vérité. On veut pas perdre du temps, quoi. Donc non, on n'est pas la police.
On ne mène pas des investigations contre les collaborateurs. Nous, on veut comprendre ce qui se passe. Et bien sûr, s'il y a de la menace interne, là, on va analyser les traces de la personne, son ordinateur, c'est sûr. Ce gars-là, vous l'avez arrêté ou pas ? Le mec qui essayait de s'enrichir en changeant les RIB, là. En l'occurrence, quand il y a de la menace interne, on fournit un dossier à la police et la justice suit son cours. C'est pas vous qui faites un entretien, parfois, avec le salarié pour essayer de lui soutirer des informations ? Ça peut arriver, mais c'est encadré, évidemment. Donc là, dans ce cas-là, oui, c'est encadré. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu jusqu'à nous. On va maintenant discuter avec David et Nicolas. David et Nicolas qui sont dans la Red Team et la Blue Team. Vous ne connaissez pas ? Si, je connais bien David et je connais bien Nicolas aussi. Ah, tu connais les deux ? Oui, parce que c'est un petit monde ? C'est un petit monde, oui. On va parler avec eux, pareil, ils vont nous expliquer exactement, ils vont nous raconter des vraies anecdotes, pareil, d'attaque, de défense. Comment je crois que ça se cherchait un peu dans le bureau en mode van, ça se charrie un peu entre la Red Team et la Blue Team. Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre ? On peut bien sûr, si l'envie et les capacités, oui, ça s'appprend, donc bien sûr. Allez, on les fait rentrer. Merci beaucoup à toi d'être venu. Merci. On les fait rentrer direct. Ça y est, on a fait rentrer Nicolas et David, bienvenue à tous les deux. Alors, je te remercie d'avoir fait un effort, de t'être habillé en bleu, en tout cas en termes de jean. Toi, tu fais partie de la Blue Team. Exact. Toi, tu es partie de la Red Team, et donc tu t'es mis en rouge exprès d'ailleurs. C'est ça. Bon, merci beaucoup. Alors, vous allez comprendre rapidement la différence. Du coup, toi, tu es attaquant, et toi, tu es plutôt du côté défensif. Si on parlait des métiers avant de la banque, est-ce que vous savez combien de métiers, combien de personnes sont recrutées chaque année dans le milieu bancaire ? C'est un quiz. Alors, je sais pas. Ça peut partir en quiz à n'importe quel moment sur les gens, donc c'est voilà. Nous on cherche. Je prends ma fiche et puis c'est parti. 45 000 recrutements en banque, donc 75% de CDI tous les ans. 45 000 emplois, c'est-à-dire que c'est énorme. Donc, si vous êtes étudiant alternant en reconversion professionnelle, il y a plus de 200 métiers au sein de la banque qui recrutent. Donc là, on parle de cyberdéfense vraiment, de cybersécurité en général. Mais il y a aussi d'autres métiers, donc si ça vous intéresse, je mets le lien. Et pareil, dans la description sur YouTube, dans la description des podcasts audio, vous pouvez les retrouver directement comme ça. C'est quoi la différence entre toi, Nicolas, et Cécile, qui est Blue Team aussi, puisque c'est pas tout à fait le même métier ? Alors, Cécile, elle a dû vous l'expliquer, sur la threat intel, donc la partie Know Your Enemy. Connais ton attaquant, connais tes menaces. Trouver qui t'attaque, quoi. Voilà, renseigne-toi sur qu'est-ce qui peut te faire du mal. Et elle va nous alimenter, nous, en tant que Blue Team, sur comment nous défendre. Puisque nous, on est la partie qui allons monter des murs. Mais voilà, il faut savoir comment les monter et il ne faut pas laisser les fenêtres ouvertes si l'attaquant va préférer passer par la fenêtre. C'est quoi ton rôle, toi, en tant que Red Teamer ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien quand tu arrives au bureau ? On a pu filmer, vous allez voir quelques images après. Sébastien de l'équipe est parti te rencontrer là-bas avec la même équipe qui tourne aujourd'hui pour voir au bureau justement à quoi ressemblent vos bureaux. Vous allez préparer du matériel informatique, des fausses souris où il y a des virus dedans, on va le montrer tout à l'heure, des faux claviers, il peut y avoir un peu tout d'ailleurs. En quoi ça consiste ton métier, toi ? Nous, notre rôle, c'est facile, en fait, c'est attaquer la banque. Donc, en fait, on va essayer de s'inspirer de tout ce qui se fait dans la nature, tout ce que font les cybercriminels. On va resimuler ces attaques-là. Et le but de tout ça, c'est de tester si la banque est bien protégée et la sécurité de la banque. Tu rencontres des hackers du mauvais côté, parfois, pour avoir des tips ? En fait, nous, on s'inspire de tout ce qui est fait dans la nature. Donc, en fait, on va s'inspirer des cybercriminels, on va s'inspirer des chercheurs en sécurité, on va s'inspirer de tout ce qu'on peut trouver un peu sur les forums, mais on va essayer de garder le meilleur et puis d'utiliser ça pour simuler des attaques qui sont les plus avancées possibles. T'étais une brute en informatique avant ou t'as découvert ? Non, pas franchement. Moi, ça m'a toujours intéressé, mais la cyber, c'est plus dans mes études d'ingénieur que je m'y suis un peu mis, mais... je n'étais pas une brute, on ne peut pas dire ça. Non. Profil ingénieur, et tu t'es retrouvé un peu par hasard en banque ? C'est ça. En fait, je me suis retrouvé dans la fonction publique déjà, au ministère des Armées, pendant pas mal d'années, déjà 7 ans. C'est là que j'ai appris quand même pas mal de choses, notamment tous les aspects techniques, le mindset aussi de l'attaquant. Et là, ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans que je suis dans la banque. Et donc, l'organisation est un peu différente que au ministère des Armées, mais ça reste le même métier. Donc, vraiment se faire passer pour un attaquant pour tester la banque. Tu faisais quoi au ministère des Armées ? Tu faisais la même chose ? T'attaquais le ministère des Armées ? Je faisais à peu près la même chose, avec une organisation qui était un peu plus militaire, avec des contraintes opérationnelles différentes, mais c'était le même principe, c'est vraiment se faire passer pour un attaquant et attaquer. Et le matin, par exemple, tu as une équipe, vous êtes plusieurs ou tu es tout seul ? Non, on a une équipe, c'est important. Déjà, Red Team, c'est primordial d'être en équipe parce que tout le monde ne peut pas tout savoir. Donc, il faut vraiment
dans une red team, on va faire du développement, on va essayer de contourner des solutions de sécurité, on va monter des infrastructures. Donc il y a besoin de savoir beaucoup de choses. Et une seule personne, c'est compliqué pour une seule personne de tout savoir faire. Donc c'est important dans la red team de travailler en équipe. Comment vous prévoyez les attaques? Vous vous dites, tiens, mardi, on va essayer de les avoir par cette entrée du site, il y a une faille. Ensuite, jeudi, on va faire ça. Vous programmez, vous avez un calendrier de alors on se fait un planning. Ça, c'est le management qui nous donne un petit peu le planning, les différents périmètres, les différentes entités, filiales qu'on va attaquer. Donc évidemment, on sait à l'avance ce qu'on va faire. Et on essaie de diversifier, de ne pas toujours attaquer le même endroit, de ne pas toujours utiliser les mêmes modes opératoires et de varier un peu les scénarios pour que les Blue Teams soient entraînés à réagir à différents types de scénarios. Ça prend combien de temps de préparer une attaque? Ça prend beaucoup de temps parce qu'en fait, nous, dans notre métier, on est constamment en train de tester, de faire ce qu'on appelle de la veille technique. Ça veut dire on va se renseigner sur les dernières attaques qui sont menées par les cybercriminels. Ça évolue en permanence, les systèmes sont de plus en plus robustes et les solutions de sécurité aussi sont de plus en plus difficiles à contourner. Donc en fait, on est tout le temps obligé de tester des nouvelles choses, de chercher des manières de contourner les solutions de sécurité. Et donc, on a beaucoup les mains dans le cambouis. Donc, au quotidien, en fait, on passe notre temps à faire vraiment de la technique et à chercher à challenger toutes les protections de la banque, en fait. Nicolas, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton boulot, en vrai? Il est très drôle, Nicolas. On a beaucoup rigolé aussi avant. C'est un peu chauffé et tout. C'est un peu. Mais ça va, je suis descendu depuis. Qu'est-ce qui te plaît le plus en vrai quand tu arrives? Ce qui m'a amené déjà à l'informatique d'une manière générale, c'est le fait que tu sais pas de quoi va être faite ta journée. Et ça, c'est sympa. Moi, j'aime pas trop les trucs trop routiniers. Et le fait de se dire, j'ai plus ou moins prévu de faire ça aujourd'hui parce que j'ai peut-être un peu des trucs à traiter, mais on va être surpris. Et ça, c'est sympa. Et puis, moi, il y a un truc qui me drive tous les jours, c'est dégueulasse comme mot, mais c'est d'apprendre. Et le jour où j'apprendrai plus, je m'ennuie et je fais autre chose. Je veux être jardinier si jamais j'apprends plus des choses. Et ce que disait David sur le fait d'avoir des équipes, c'est essentiel, avec des gens pluridisciplinaires, apprendre des uns des autres. On est beaucoup plus fort quand on est plusieurs à réfléchir sur un problème, à construire une attaque ou une défense. C'est comme ça qu'on est les meilleurs. Et c'est comme ça qu'on essaie de protéger ce qu'on nous a confié. C'est quoi ton cursus, toi, avant de... Ouais. Tu étais au ministère des Armées avant. Tu as quel âge, pardon? Bientôt 35 ans. Bientôt 35, toi 50, c'est ça? Ouais, merci. Non, attends, moi, mon cursus, c'est le ministère de... Comment tu appelles ça? Le ministère de la Jeunesse et des Sports. Moi, j'ai eu le BAFA. D'accord. Voilà. Ah, t'as eu le BAFA, donc rien à voir avec la cybersécurité? Non, j'ai un bac lettres et langues pour les plus anciens. Je voulais être journaliste, je voulais écrire. Et puis, j'avais des ambitions bien au-delà de mes capacités. Et en fait, j'ai découvert l'informatique parce que on avait des ordinateurs à la maison et ça m'a passionné. Et c'est un métier de passion. Hein. Je pense que David, il va pas me contredire là-dessus. Hein. Si t'es pas passionné, que t'as pas envie au quotidien de te plonger dans le truc, tu vas pas le faire. Et donc, chaque jour est vraiment différent. Ouais. T'as ce sentiment-là? C'est pas un sentiment, c'est la vérité. Chaque jour est différent. Alors certes, il y a des tâches qui sont un peu routinières parfois parce que... Heureusement. On a 50 milliards de mails de phishing qui arrivent et qu'il faut les traiter, mais on automatise un maximum. Mais ça n'empêche que chaque jour, il y a une alerte qui peut sonner quelque part. Mon chef et ami m'a offert très récemment un gyrophare pour faire sonner le truc dans le bureau. Dès qu'il arrive quelque chose d'un peu anodin, et il sonne tous les jours parce que chaque jour il y a un truc différent qui nous parvient et c'est ça qui fait le piment du boulot, quoi. On va parler des nouvelles méthodes. C'est quoi vraiment le truc que vous retrouvez le plus et que tu utilises le plus, toi, pour piéger en tant que red team, en tant qu'attaquant de système de défense, de cyberdéfense de banque? Qu'est-ce que tu utilises le plus? Est-ce que c'est phishing? Vas-y, j'écoute pas. Est-ce que vous êtes l'un contre l'autre en réalité? Ouais. Qu'est-ce que tu utilises le plus, toi? Est-ce que c'est des virus, des faux ordets que tu vas brancher sur ce ordi? Comment tu... Nous, le but, c'est quand même de simuler des attaques qui sont un petit peu réalistes. Donc, on va vraiment s'inspirer de ce qui se passe. Et le phishing, ça reste le mode opératoire qui est quand même le plus répandu. C'est-à-dire envoyer un mail? Envoyer un mail, alors ça peut être un mail, ça peut passer par du LinkedIn, par des moyens détournés. Mais l'idée, c'est vraiment d'envoyer à un moment donné à une cible un message avec une pièce jointe, un lien, et puis faire en sorte que cette personne-là clique.
En gros, c'est ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va... Il y a 12 000 façons de faire du phishing, hein, évidemment. Il faut être un peu créatif. Il y a techniquement aussi plein de façons de le faire. Et c'est vraiment un mode opératoire qu'on utilise beaucoup parce que, tout simplement, il est très répandu. Le phishing, justement, tu l'expliques, hein, c'est un mail, mais c'est-à-dire quoi, LinkedIn? Comment tu peux faire du phishing via LinkedIn, par exemple? Ce qu'on a constaté, c'est que souvent, il y a pas mal de cybercriminels qui, plutôt que d'envoyer un mail directement à une boîte professionnelle, ils vont faire ça de manière un peu plus détournée. Ils vont contacter la personne sur LinkedIn un petit peu à l'avance, lui envoyer des messages, lui faire miroiter, je sais pas, une offre d'emploi, par exemple, et discuter un peu avec elle. Et après, ils vont envoyer donc la pièce jointe malveillante, envoyer le lien vers le site malveillant. Donc en fait, nous, c'est aussi des choses qu'on fait, approcher les gens sur LinkedIn et après poursuivre éventuellement la conversation sur la boîte pro ou ailleurs. Est-ce que si on veut vraiment faire du mal à quelqu'un sur Internet, on peut y arriver? Ça dépend quelle personne. Un particulier qui n'est pas, on va dire... aguerri, qui n'a pas les bons réflexes, qui n'est pas bien sensibilisé, et puis qui a un PC qui est pas très bien protégé, c'est relativement facile. Après, un collaborateur dans une entreprise comme une banque qui est quand même bien sensibilisé à toutes ces attaques-là et qui a un poste de travail évidemment qui est très durci avec beaucoup de protection, là c'est beaucoup plus compliqué et là il y a plus de challenge. Ça l'empêche pas de cliquer sur n'importe quoi de temps en temps. Même les mecs un peu aguerris. Mais pour compléter ce que dit David sur les techniques pour piéger les gens, grosso modo, les attaquants, quand ils t'envoient un mail, ils jouent sur différents critères qui vont être l'urgence, dépêche-toi de faire ci, l'envie, tu veux gagner l'iPhone 12, 1000, trucs, machin, ou la peur, la menace, tiens, on t'a filmé en train de faire des trucs pas bien, paye-nous pour pas qu'on diffuse les vidéos. Donc c'est un peu ces trois aspects qui vont... Tu dis par exemple gagner des trucs, ça peut être par exemple, je prends une banque au hasard, vous prenez la BNP, tiens, t'envoies ça au mail aux employés de la BNP, tiens, loterie de la BNP, gagne l'iPhone 12. Par exemple. Ouais. Bah nous, à la période de Noël, par exemple, on fait souvent ça. Comme les CEO d'entreprise, en fait. C'est ça, ouais. Dès qu'il y a les Black Friday, tu vas envoyer des trucs qui vont être contextualisés au moment, au Black Friday. Et ça, même les employés de banque se font avoir. Ouais, ça arrive. Mais après, je précise quand même que là, on parle du phishing, on se dit, ouais, il faut cliquer sur un lien. Et en fait, c'est quand même pas la seule chose qui va piéger le PC. Hein. Cliquer sur un lien, souvent, il y a aussi d'autres étapes qui sont nécessaires. Et aussi, il faut aussi que le piège qui est derrière le lien soit pas détecté par l'antivirus, par la sécurité, et soit pas bloqué. Donc en fait, c'est une personne qui clique sur un lien, c'est une chose, et ça arrivera toujours, je pense, même si on sensibilise bien les gens. Par contre, l'erreur est humaine. Voilà, c'est ça. En plus, des fois, on peut... Enfin, même moi, ça m'est arrivé des fois, j'avoue, ça m'est arrivé des fois de cliquer sur des mails de sensibilisation au phishing. Donc, même moi, des fois, je peux me faire avoir. Parce que des fois, on relève on a plein de mails, on reçoit plein de mails. On baisse la garde. Mais le tout, c'est de savoir, surtout, une fois que quelqu'un a cliqué, est-ce qu'on a bien toutes les protections qui sont en place pour que, même quand quelqu'un a cliqué et s'est fait avoir, ça n'avait pas déconqué. On est allé filmer justement en rapport avec le phishing dans ton bureau. Tu nous as expliqué, tu nous as montré plein de choses sur ton écran, comme ça sera plus clair. Regardez. La première manière d'accéder à un ordinateur d'un employé, quel qu'il soit, que ce soit du secrétariat jusque chez les cadres, c'est de passer par le phishing. Donc le phishing, c'est un peu les mails que vous recevez malveillants qui permettent d'entrer sur des ordinateurs, c'est ça? Tu envoies toi, de ton côté, avec la Red Team, c'est ça? C'est ça, exactement. On essaie de se baser sur des messages légitimes, typiquement des messages que Microsoft envoie aux collaborateurs. Mais est-ce que par exemple, tu pourrais te renseigner sur si quelqu'un fait du sport, mettons qu'il est inscrit à une salle, un Basic Fit, ce que tu veux, et de savoir, tiens, je vais lui envoyer une réduction, un bon. De la même manière, est-ce que tu vas te renseigner avant? Comment tu pourrais te renseigner sur la personne? Là, typiquement, quand on parle de Microsoft, c'est du phishing assez classique, mais ça nous arrive aussi de nous renseigner sur nos cibles. On va aller voir typiquement sur LinkedIn ce que la personne aime, si elle a publié des articles dans un journal, le recrutement par exemple. On va envoyer des offres d'emploi et pour ça, on va se baser sur le poste occupé par la personne. Est-ce qu'elle est open to work? Est-ce qu'elle recherche du travail? Donc, tu voulais me montrer. Là, on vient de recevoir un mail, et mettons, je suis un employé classique d'une banque, parce que là, on est dans le milieu bancaire, mais ça marche dans tous les groupes de la même manière. En gros, ce qui se passe ici, c'est qu'on demande à l'utilisateur de cliquer sur un bouton en bleu pour finalement voir le contenu du fameux message que l'utilisateur a reçu. Donc là, je peux cliquer ou tu cliques? Vas-y, tu peux cliquer. Donc là, j'ai cliqué une fois. Voilà. Là, comme tu peux voir, il y a un fichier qui a été téléchargé. Alors, c'est un point zip, donc si tu veux, vas-y, tu peux l'ouvrir. Donc là, ça m'ouvre mon fichier qui s'appelle email 91 20 323. Et il y a un petit fichier. Ouais, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Donc là, la logique voudrait que je clique dessus. Voilà, donc je vais cliquer dessus. Voilà, je vais cliquer dessus. Hop.
Je vais voir qu'il y a une ligne qui est apparue de ce côté-là, du coup. Là, c'est le côté. Ça, ici, c'est le côté. Gestionnaire de ce que on vient de voir là. C'est ça. En fait, ici, c'est le côté attaquant, ici. Donc, c'est un PC qui n'est pas du tout sur le réseau de la banque, qui est sur un réseau vraiment dédié, complètement séparé. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une ligne qui est apparue. Cette ligne-là, en fait, ça m'indique qu'un implant s'est exécuté sur le poste de la victime. Un implant, c'est un accès au réseau, en fait. Voilà, c'est un programme qui tourne en tâche de fond. Sans que l'utilisateur finalement s'en aperçoive et qui va nous permettre, nous, en tant qu'attaquants, de pouvoir exécuter des actions sur ce poste. Typiquement, on va pouvoir accéder aux fichiers, télécharger des fichiers, uploader des fichiers, récupérer des captures d'écran et effectuer tout un tas d'opérations qui nous permettent, nous, depuis ce poste, d'accéder au reste du réseau interne de l'entreprise. Comment ça fonctionne, là, ton logiciel? Typiquement, ce logiciel-là, c'est un logiciel qu'on utilise nous, mais qui est utilisé aussi par d'autres groupes d'attaquants réels, cette fois-ci. Je vais pouvoir lui passer des commandes. Là, actuellement, il est configuré pour récupérer des ordres toutes les 60 secondes. Donc, je vais lui passer une première commande pour lui dire « tu récupères des ordres toutes les 4 secondes », par exemple. Maintenant, je vais lui passer un premier ordre qui va être, par exemple, d'afficher une pop-up à l'utilisateur pour lui demander son mot de passe. J'adore. C'est à la fois très beau et très dangereux. Je trouve ça génial. Donc, je lui ai envoyé la commande et là, dans quelques secondes, il y a une pop-up normalement qui va s'afficher. Donc là, sur cet écran-là. Sur cet écran-là. Voilà, j'ai la pop-up qui s'affiche. Donc là, il apparaît donc sur l'écran Outlook avec marqué nom d'utilisateur et mot de passe. On va mettre coucou et salut. Et là, si je fais OK. Voilà, il ne se passe rien. Pourtant, moi, j'ai l'impression d'avoir remis à jour mon mot de passe. En fait, ce qui se passe, c'était la volonté à la base. Voilà, et ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques secondes, voilà, j'ai donc le login et le mot de passe qui s'affichent sur ma console. Globalement, il faut se dire qu'on a accès à tout ce que l'utilisateur a accès. Donc, on peut faire tout ce que l'utilisateur peut faire. Je sais que dans les banques, dans les grands groupes, il y a des fichiers qui sont cryptés. Tu sais, un peu type document Word, un peu qui ne sont pas encore révélés au public. Donc pour l'instant, ils sont une sorte d'embargo. Est-ce que tu arrives à lire ça aussi, globalement, avec ta machine? Potentiellement, oui, on peut le récupérer parce qu'en fait, les fichiers, au moment où l'utilisateur ouvre les fichiers, ils sont déchiffrés, forcément. Et donc, on peut accéder à ces informations-là. Un moyen qui peut être facile, qui peut être le plus simple aussi de récupérer les informations, c'est de prendre des captures d'écran en permanence de l'écran. Donc, si l'utilisateur travaille sur un document qui est classifié, on va pouvoir prendre des captures d'écran de l'écran et récupérer les informations. Est-ce que, par exemple, je peux aller ouvrir une page Internet, faire une recherche et que tu fasses une capture d'écran pour qu'on montre en fait qu'il n'y a rien qui apparaît. Donc là, par exemple, je m'apprête à faire une recherche, on va taper légende, voilà, on va pas s'embêter. Hop. Donc là, ça apparaît sur notre résumé de page. Voilà, si j'étais sur une page qui était un peu touchy, je voulais pas que les informations sortent, tu pourrais faire une capture d'écran sans que je m'en rende compte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vais le faire si tu veux. Vas-y. En fait, je vais envoyer la commande qui s'appelle screenshot. Plutôt facile. Voilà. Et donc j'attends quelques secondes. Et si tout se passe bien, je vais pouvoir. Il y a le screenshot qui va apparaître ici. Hop, voilà, un nouveau screenshot. Et là, voilà, je peux voir. J'ai une capture d'écran de ce que tu as ouvert. Ça veut dire que vraiment, là, j'ai aucune notification sur l'écran que j'utilisais, quoi. Non, le but, c'est vraiment d'être le plus furtif possible et que l'utilisateur se rende compte de rien, à part quand on lui demande son mot de passe. Mais sinon, le reste du temps, il faut vraiment que ça soit le plus discret possible. Est-ce que si je l'éteins, tu auras toujours un accès à l'interface, ou est-ce que quand je vais le rallumer que tu auras un nouveau accès, ou est-ce qu'il n'y aura plus d'accès du tout? Alors s'il est éteint, j'ai pas accès. Par contre, ce qui se passe, c'est que nous, on met en place ce qui s'appelle de la persistance sur nos implants. Ça veut dire qu'on va faire en sorte que l'implant se relance une fois que le PC a redémarré, pour pouvoir avoir tous les jours, même si l'utilisateur éteint son PC la nuit, ce qui est le cas assez souvent, pour pouvoir avoir l'accès finalement dans le temps. Et est-ce que il y a des indices, par exemple, je suis chez moi, je travaille pour un groupe, quel qu'il soit, pour savoir si un mail est du phishing, s'il est vraiment très réaliste? Est-ce qu'on peut, je sais pas, survoler avec la souris pour voir s'il y a un lien? Est-ce qu'on peut faire des choses? En fait, l'idée, c'est vraiment de s'assurer que l'expéditeur est bien le bon. Ici, typiquement, on se fait passer pour Microsoft. Par contre, quand on regarde l'expéditeur, on voit que le nom de domaine expéditeur ici est un petit peu bizarre. C'est pas microsoft.com. Pareil sur le lien ici, on devrait avoir du microsoft.com et on a quelque chose finalement qui n'a rien à voir. Voilà, comme ça on a pu voir un peu à quoi ça ressemble une alerte, justement. Comment est-ce qu'on sait qu'on s'est fait avoir en phishing? On ne sait pas. Il n'y a aucun moyen de savoir. Si c'est bien fait, le phishing, l'utilisateur, il ne voit rien normalement. C'est pas très visuel, ça se passe vraiment en tâche de fond, quoi. Et qu'est-ce qui se passe si on se fait avoir en phishing? On clique dessus, à Blue Team,
imagine, je clique sur un lien, on m'envoie une fausse loterie d'iPhone X, machin. Je clique dessus, qu'est-ce que tu peux avoir comme information? Comme le dit David, il y a plusieurs étapes. Un mail de phishing avec un lien, souvent c'est ce qu'on appelle la première étape, c'est la personne va cliquer. Cliquer, ça veut pas dire que tout de suite, elle s'est fait... T'as pas toutes tes données, quoi. Casser son ordinateur, etc. La première étape, ça va être de télécharger ce qu'on appelle une charge utile. Donc ça, c'est la première étape, c'est récupérer le vrai virus, la vraie partie malware, malicieuse. Elle va devoir être téléchargée sur l'ordinateur parce qu'elle ne peut pas rentrer par un mail. Normalement, dans des entreprises un petit peu solides, les défenses périmétriques qui filtrent les mails entrants, qui filtrent Internet, sont suffisamment bien fichues pour que tu ne puisses pas envoyer un mail avec direct un virus. Donc tu vas envoyer un lien. Quand tu cliques sur ce lien, là tu télécharges la charge utile qui va, elle, se déclencher. Soit se déclencher toute seule, soit il faut à nouveau cliquer. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un dans une entreprise comme les nôtres finit par avoir un virus sur son ordinateur, il faut vraiment qu'elle l'ait presque voulu. Et que nos défenses aient été défectueuses sur le filtrage entrant du premier niveau, donc du mail avec un lien, que la personne, elle a cliqué, elle a réussi à aller chercher et télécharger quelque chose de encore plus malicieux que le lien, l'exécuter sur son poste de travail, donc là, l'antivirus et différents autres dispositifs n'ont pas fonctionné non plus. Et là, le virus peut commencer à effectivement agir, soit agir sur le poste de travail, en latéralisation avec les autres postes de travail qui sont dans le même environnement, ou même communiquer avec un serveur extérieur. Donc là, il y a quand même beaucoup de niveaux de filtration et de protection qui devraient entrer en ligne de compte et bloquer normalement ce genre d'attaque. Puis tu te dis, en plus, si on ferme son ordi, si on éteint son ordi, on coupe le virus ou pas? On débranche le réseau déjà, parce que l'ordinateur, à partir du moment où il n'a plus Internet, il n'a plus de Wi-Fi, il ne peut plus communiquer avec les méchants, il ne peut plus envoyer vos informations, votre numéro de carte bleue si vous l'avez tapé sur le site ou des choses comme ça. Il y a un truc, c'est le nom de domaine. Tu dis parfois quand vous recevez un mail de SFR, j'en sais rien, un truc qui n'a rien à voir, pour donner d'autres exemples que des banques, tu vas recevoir un mail et en fait, quand tu vas regarder le nom du site en haut, c'est pas du tout SFR, c'est xyz.ue, machin, etc. Ça n'a plus rien à voir. Et ça, tu dis, il faut faire hyper attention au nom de domaine. Ça, c'est la base. Il faut vraiment faire attention à l'expéditeur, aux liens aussi qui sont contenus dans le message. Parce qu'on peut avoir des liens cliquables. Il faut bien faire attention que le nom de domaine n'est pas un peu suspect. Mais il y a aussi des techniques qui existent pour usurper un nom de domaine existant. Donc, si les noms de domaine sont mal configurés, on peut très bien envoyer un mail en se faisant passer pour tel ou tel nom banque, de domaine. avec le vrai nom de la banque. Voilà, donc c'est aussi l'objectif des Blue Team de vérifier que tout est bien configuré. Mais nous, côté Red Team, quand on voit des problèmes de configuration, des fois on peut en abuser aussi et envoyer des mails en essayant de se faire passer pour une filiale de la banque ou une autre entreprise. Bon, dans des grandes institutions comme les nôtres, on a beaucoup de noms de domaine parce que même quand il y a des opérations temporaires, on déploie des noms de domaine. Et puis, l'essentiel, c'est qu'il faut avoir un référentiel pour nous considérer un nom de domaine comme étant sûr et que donc on ne va pas trop filtrer ou en tout cas être moins vigilant et pas avertir nos collaborateurs que c'est un mail qui vient de l'extérieur, mais c'est un mail qui vient de chez nous. Eh ben, on référence ces noms de domaine en disant ils sont à nous. Un jour, on avait un nom de domaine qui ne servait plus. Mais les personnes qui étaient en charge de ce projet ne l'avaient pas déréférencé, donc il était quand même considéré comme étant appartenant à mon institution, sauf qu'il ne l'était plus. Et il a été racheté par un attaquant qui nous a racheté le nom de domaine. Il a racheté le nom de domaine, ça vaut 10, 15, 20 $. Si vous l'avez abandonné, et on envoie un mail avec ce nom de domaine qui paraît légitime, qui paraît être à nous, notre institution. Donc les gens baissent un peu leur niveau de vigilance et ont tendance à cliquer dessus. On a eu toute une alerte là-dessus, avec des posts infectés par quelque chose qu'on ne comprenait pas trop. On a fini par comprendre et on a bloqué les noms de domaine jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que, en fait, heureusement pour nous, parce que ce qu'on appelle un near miss, là, on n'était pas loin du DEFCON 2, de la grosse crise, parce que ça aurait pu être un vrai attaquant. Et en fait, ce nom de domaine avait été racheté par des amis de la Red Team qui s'en étaient servis, avaient vu ce nom de domaine et s'en étaient servis pour faire un exercice
de tests. Elle est comment l'ambiance? Là, on parle de 45 000 postes par an. C'est-à-dire que dans une France, on a du mal à trouver du boulot. C'est quand même un vrai truc. 45 000, c'est pas rien. De nouveaux postes par an où les banques recrutent, etc. Donc, je vous mets le lien, ça vous intéresse toujours d'aller voir tous ces postes-là. On parle de cybersécurité, mais est-ce qu'honnêtement, l'ambiance, elle est bonne au bureau? Ça ressemble à quoi? J'ai l'air vraiment pas détendu du tout. Le jour où je vais pas au taf le matin avec la banane, je vais pas au taf, tout court, en fait. Pour moi, c'est essentiel. Comme tu l'as dit, David, c'est dans Blue Team, Red Team, il y a quand même le mot team. C'est vrai. Alors, pour les non-hispanophones, ça veut dire équipe. Donc, le truc, c'est que moi, je travaille qu'avec des êtres humains. Je suis pas... alors, détrompez-vous, on n'est pas là avec des suites à capuche, avec des écrans comme dans certaines séries ou films, un truc noir avec des textes verts qui défilent. Ça n'existe pas trop, ça. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Nous, on est entre êtres humains avec des fenêtres. On a le jour et on communique. On passe notre temps à échanger avec des gens, de la communication, du legal, des départements juridiques pour des aspects de nom de domaine, de choses comme ça, des gens qui travaillent à la compliance. Est-ce qu'on a le droit de faire ci? Est-ce qu'on a le droit d'aller regarder des mails? C'est ce qui se fait ou pas? Legal, c'est légal. Voilà, tout ça. Je me permets, je te traduis. Oui, je t'en prie. Je me mets derrière toi, je souffle. Je parle que javanais, moi. Mais du coup, voilà, on travaille qu'avec des êtres humains et on passe notre journée à échanger, à discuter. On a des institutions qui sont mondiales, donc... On parle beaucoup anglais, désolé, mais on échange avec tout type de profil, avec des gens qui sont des utilisateurs. Ce qu'on appelle nos clients sont nos utilisateurs. Ça peut être des gens qui ne sont pas du tout aguerris à l'informatique et il faut essayer de parler une langue un peu commune. Et c'est ça qui est essentiel. Et donc, non, on s'éclate vraiment. Je discutais avec quelqu'un ce matin qui me disait c'est quoi votre turnover dans votre équipe? Changement de personnel. Voilà, et j'ai 3 personnes qui sont parties en 5 ans dans une équipe, 3 personnes, et qui ne sont pas parties de ma société. Ils sont allés dans d'autres équipes parce qu'on les a fait évoluer. On s'éclate, vraiment, c'est varié. Moi, ceux qui aiment la variété, la diversité, le dynamisme et apprendre des choses, c'est dans des métiers comme les nôtres parce que c'est riche. Et puis bon, c'est porteur, tu dis cyber et wouh. Les gens à chaque fois te demandent mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis je suis jardinier, c'est plus simple parce que sinon il faut expliquer après. Et ça attise la curiosité quand on est en soirée ou quoi? Ouais, justement parce qu'il y a un peu les stéréotypes. Je vais te poser des questions par rapport au film. Je vais vous poser des questions. Vous allez me dire si ça correspond ou pas à la réalité. D'accord? Surtout les films de hacking, etc. Attends, juste t'as pas répondu, David. L'ambiance au bureau, c'est pareil que Nicolas? Nous, c'est super stimulant. En plus, nous, on est payé pour attaquer la banque, donc du coup, c'est sympa. Mais non, c'est très stimulant. J'entends en régie, les gens ils vont oh non. non, mais faut être comme disait Nicolas, faut être créatif. Il n'y a pas trop de routine. On doit toujours apprendre de nouvelles choses. Les choses évoluent tellement vite. Donc en fait, on a plein de choses à apprendre, plein de choses à tester et plein de technologies. On rencontre plein de technologies différentes. Donc c'est excitant sympa. Comme boulot. Ouais, c'est super sympa. Ouais. Alors dans les films, je veux dire surtout les films qui ont un rapport avec du hacking ou des hackers ou des trucs d'informatique. Voilà, on va comparer la réalité avec les films. Dans les films, le hacker met toujours 5 minutes à rentrer dans le système pour ouvrir une porte ou déclencher une alarme. C'est assez rapide finalement. Il arrive, hop, il prend son ordinateur. Est-ce que ça, c'est possible de désactiver une alarme, d'arriver, d'ouvrir une porte verrouillée électroniquement en moins de 5 minutes? Alors non, je crois pas. Ça peut être, une alarme de maison, un truc comme ça. Ça peut être 2 minutes. Mais il peut mettre 3 mois à essayer de trouver la faille. Sinon, David, il serait payé beaucoup trop cher pour ce qu'il fait. S'il pouvait en 2 minutes trouver des failles super faciles. C'est surtout qu'il y a beaucoup de préparation. En fait, on n'en parle pas, mais peut-être l'action va peut-être être rapide, mais toute la préparation avant, c'est ça qui va prendre du temps. Donc, le renseignement, c'est... Ouais, c'est ça. En fait, toute la reconnaissance qu'on va faire avant de cibler potentiellement la caméra si elle est accessible depuis l'extérieur, c'est ça qui va prendre du temps. Donc... Dans les films, un hacker ne fait qu'écrire très rapidement des centaines de lignes de code en vert là, sur un écran noir. Est-ce que c'est ça? Pas de doigts, moi. Ah non, là aussi, je le disais, y a, généralement, au moment où on va faire une attaque, une opération, on a déjà tout prévu à l'avance. Donc, c'est pas au dernier moment qu'on va faire des lignes de code.
Après, évidemment, il faut s'adapter. Nous, on doit s'adapter tout le temps. Vous savez faire des lignes de code sur des écrans comme ça, vert et noir ou... Ouais, bah alors après, la couleur, on choisit. Hein, mais... Non, mais c'est plus comme ça, en fait. Bah, si c'est un petit peu comme ça quand même, parce que c'est pas forcément visuel. Hein. Une attaque informatique, c'est des outils qui sont pas forcément visuels. Hein. Donc, c'est des choses qui vont ressembler beaucoup, oui, à des lignes de code. Mais après, de là à coder au dernier moment en live, c'est quelque chose qui est quand même qu'on voit beaucoup dans les films, mais qu'on fait pas trop chez nous. Normalement, Pardon, tu disais, Nicolas, avant, on n'est pas avec nos capuches dans le noir. C'est moins sexy. Hein. Ce que dit David, c'est que c'est de la préparation. C'est-à-dire qu'on va préparer un script, on va préparer des choses qui vont pouvoir être déployées. On va étudier les technologies qu'on a en face pour... je suis en train de faire ton discours. Mais voilà, c'est... nous, on est là à s'imbiber aussi de tout ce qui se passe dans le monde. Tu vois, on lisait des news, faut se tenir informé des vulnérabilités qui sont sur les produits qu'on utilise. Je veux dire, le fait qu'on dise aux gens, mettez à jour vos téléphones et vos iPhones. Moi, je fais la course à mes enfants pour qu'ils mettent bien à jour leur iPhone parce que j'ai pas envie qu'un jour ils me disent, papa, ton numéro de carte bleue, il est là. Ce serait dommage. Il y a des choses qui sont essentielles, c'est de l'hygiène, et c'est ce qu'on essaye de donner à faire à nos utilisateurs, c'est ne pas cliquer. Ça, on disait tout à l'heure sur les mails de phishing, faut pas cliquer. Tu parles des mises à jour d'iPhone parce qu'en fait, quand il y a une mise à jour, il y a marqué parfois mise à jour de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a des hackers qui ont trouvé une faille en gros, et du coup, Apple sort Apple et les autres d'ailleurs sortent une mise à jour. Ils disent mise à jour de sécurité et vous aurez 3 nouveaux emojis. Nous, on fait la mise à jour pour les emojis, on s'en fout des mises à jour de sécurité. Mais non, mais c'est essentiel. Dans les films, un hacker peut avoir sans problème accès à toutes les données sur une personne, de ses conversations, à son historique. Est-ce que, toi qui as la Red Team, est-ce que tu peux rentrer vraiment sur l'ordi d'un employé de la banque et avoir tout ? Avoir tout. Si on a réussi à contourner toutes les protections, qu'on a réussi à installer donc le malware sur le poste, on peut avoir accès à quelques informations. Avoir accès à tout de tous les employés d'un seul coup, ça demande quand même des étapes supplémentaires. En fait, on parlait du phishing tout à l'heure. Le phishing, quand quelqu'un se fait piéger par du phishing, c'est juste le début d'une attaque la plupart du temps. Ça donne accès à une machine. Et si on veut avoir accès à tout le reste du réseau ou des serveurs ou qu'on veut se propager, ça demande pas mal d'étapes supplémentaires. Donc c'est pas quelque chose qui prend 5 minutes, c'est quelque chose qui peut prendre plusieurs semaines, voire des fois plusieurs mois. T'as un peu le côté machiavélique ou pas quand t'es avec tes équipes, tu dis ok, on va les piéger comme ça va être un peu sympa aussi, un peu marrant de jouer au chat à la souris tout le temps, ça va être le côté plus stimulant de ton boulot. En fait, le but vraiment de notre boulot, c'est d'entraîner les blue teams à la base. Donc si on fait des choses trop basiques, trop faciles, en fait, on va se faire détecter tout de suite, ça va être bloqué, et puis du coup, il y aura une alerte, et puis ça va durer quelques heures. Donc là, c'est pas très intéressant. Par contre, si on essaye de faire des choses en essayant d'être furtif, de contourner la sécurité, de faire les choses proprement, comme le ferait un attaquant qui est assez avancé, et là, au moins, ça permet de les entraîner et de voir comment ils réagiraient face à une attaque de ce type-là. Toi, c'est intrusion physique aussi. Tu peux aller physiquement dans les pièces. Est-ce que ça fait un peu partie de ton boulot? Parce que Red Team, ça veut dire aussi rentrer physiquement. Voilà, c'est pas que ça, mais effectivement, nous, ce qu'on constate dans la Red Team, c'est que ça devient de plus en plus compliqué de rentrer dans les réseaux avec les modes classiques. Le phishing, ça devient c'est de plus en plus bloqué parce que les solutions de sécurité fonctionnent de mieux en mieux. Donc en fait, on imagine... on fait notre boulot quand même. Ouais. On imagine du coup que dans le futur, peut-être que certains cybercriminels ou attaquants décideraient de directement se rendre physiquement, par exemple, dans des locaux. Donc ça, vous le faites? Donc on le fait aussi, on simule ce type d'attaque-là. Ça peut être le vol d'un PC d'un collaborateur. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a volé le PC de quelqu'un? Parfois, tu as déjà volé le PC de quelqu'un? C'est des opérations qu'on fait effectivement, voler le PC de quelqu'un. On le vole par exemple pendant, une demi-heure à la pause déjeuner. Si quelqu'un a laissé son PC sur le bureau, on prend le PC, on essaie de voir ce qu'on peut faire, si on peut pas exfiltrer les données, si on peut pas mettre un malware dessus. Et après on rend le PC et puis voilà, on voit ce qui se passe. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, voilà. Ça doit être assez marrant à faire ça. C'est marrant, c'est un peu stressant aussi, faut avouer quand même. Mais si c'est le mien, je peux te dire que je te cours après. Mais évidemment, on fait ça, on a quand même l'autorisation de le faire. Tu préviens les patrons, tu dis je vais voler de telle personne. Voilà, les patrons sont prévenus. On ne voit pas la caméra. Les patrons sont prévenus, on a une petite lettre sur nous à montrer si jamais il y a quelqu'un de la sécurité qui vient pour nous enfermer. Donc voilà. Ah putain, vous avez une lettre sur vous? Ouais, c'est ce que font. C'est le cas souvent. C'est-à-dire qu'on prend une lettre qui nous dit
voilà, telle personne a été autorisée dans le cadre de telle mission Red Team à faire telle ou telle opération. Ah, c'est rigolo à faire ça. Et bah, ouais, du coup, il y a un peu de stress et des fois, effectivement, ça fonctionne bien. Des fois, ça peut... Tu t'es déjà fait attraper par la Sécu ? C'est arrivé qu'on se fasse attraper, effectivement. Donc tout s'est bien passé, il n'y a pas de souci. Hein, ils comprennent ce qui s'est passé. Mais c'est le but aussi. Alors nous, on ne va pas tester vraiment la sécurité. Nous, on est plus là pour tester l'aspect cyber, donc la partie cyber. Donc des fois, on peut simuler aussi ça. C'est-à-dire qu'on va pas forcément... On va passer par un complice, par exemple. On va demander à quelqu'un qui est complice de nous de brancher quelque chose quelque part ou de nous donner son PC. Mais quand on le fait en vrai, effectivement, bah, c'est le risque. Hein, on peut se faire attraper. Attends, tu dis brancher quelque chose. On va y revenir après, parce que tu peux brancher quelque chose de physique et accéder à justement, il en reste 2 pour les films. Dans les films, une clé USB branchée sur un ordinateur peut faire cracher tout le système, griller l'ordinateur instantanément. Est-ce que ça existe ? Ça, c'est vrai. Une clé USB qui grille oui, ça brûle l'ordi. Instantanément. Ouais. Il y a des clés USB qui s'achètent. Hein. Tu peux la trouver sur Amazon. Hein. Tu la branches et elle crame l'ordi. Elle envoie des signaux électriques qui sont pas bien cohérents et supportés par l'électronique de ton ordinateur et tu peux le jeter. C'est vrai. Ouais. On n'a pas joué avec nous parce qu'on a juste pas envie de... Vous avez un budget pour ça dans les banques pour acheter... Pour cramer des ordi. On les jette par la fenêtre. Pour voir si ça tient. Non, mais pour acheter du matériel comme ça, pour tester des nouvelles technologies quand il sort un nouveau truc, pour pouvoir, parce qu'il faut être à la pointe, j'imagine. Ouais, bien sûr, bah oui, on a acheté pas mal de matériel. Alors quand on crame les ordis, c'est plutôt qu'on a fait des tests et qu'on s'est un peu planté, mais sinon, nous, le but, c'est pas de simuler des attaques qui crament les ordis, donc généralement, on le fait pas trop. Effectivement, c'est du matériel qu'on a acheté, qui est pas du matériel qui coûte très cher au final. On se rend compte que pour quelques centaines d'euros, on peut avoir du matériel qui permet de prendre le contrôle d'une machine physiquement. Donc, c'est pas des gros matériels. Dans les films, il y a toujours une petite barre de progression en pourcentage qui avance pour montrer l'opération. Puis à chaque fois, tu as les méchants qui rapprochent. Dans les mises à jour Windows, c'est pareil. Ou dans les démarrages. Il y a ça aussi dans vos... Ça dépend des outils qu'on utilise, mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Il n'y a pas qu'une seule barre de progression. Comme je disais, il y a plein d'étapes dans une attaque, donc c'est compliqué d'avoir une seule barre de progression. Tu peux accéder facilement à une webcam d'un salarié de la banque ? On peut le faire. En fait, on disait tout à l'heure, donc le phishing, c'est plusieurs étapes. La personne se fait piéger, il y a un malware qui s'exécute en tâche de fond sur son PC. Et à partir de là, le malware, potentiellement, il peut faire tout ce que l'utilisateur peut faire. Donc, il peut récupérer ses frappes clavier, il peut récupérer des fichiers, il peut prendre une photo de la webcam aussi. Donc, ouais. Toi, tu dis que tu vas aller voler un ordinateur, tu vas tester justement la sécurité, tu vas être attaquant, hein, tu es payé donc par la banque à l'intérieur, Red Team, Blue Team, pour essayer le système de sécurité de la banque. Il y a la Red Team qui attaque, la Blue Team défend. Est-ce que toi, Nicolas, tu fais hyper attention à tout le monde ? Est-ce que tu deviens un peu parano ? Parce que tu dis, tiens, c'est peut-être la Red Team qui m'a envoyé ce gars-là, le mec de Sécu qui vient me parler, vient jamais me parler. Alors ça, c'est un truc que je répète régulièrement, hein, que mon boulot, c'est d'être parano, c'est de douter on doit être vigilant. Quand on est là pour défendre une banque, c'est pas anodin. On défend pas que nos salariés, hein, on défend aussi les clients de notre banque. Et le but du jeu, c'est quand même que on soit pas mis en banqueroute à cause d'une bêtise de l'un ou l'autre. Donc être parano, c'est essentiel. C'est être vigilant à ce qu'on appelle les signaux faibles, parce que une attaque, c'est pas forcément un truc qui fait beaucoup de bruit avec des rideaux de fer qui se ferment, des gyrophares qui se mettent à clignoter. Des fois, ça peut être juste une opération anodine, quelque chose qui est pas normal, et on repose encore une fois sur l'humain, sur des utilisateurs qui vont dire tiens, c'est bizarre, là j'ai vu ça. Tu fais attention à tout, à la femme de ménage, tu regardes ce qui touche, s'il y a une clé USB. Les acteurs qui nous menacent sont quand même, j'espère, je touche du bois, mais pas forcément des gros acteurs étatiques. Bien sûr qu'il y a des menaces qui sont organisées par des pays qui voudraient déstabiliser un système monétaire ou des choses comme ça. Ça s'est vu, ça se voit. Mais notre menace au quotidien, elle est quand même principalement des petites choses, du phishing, comme on l'a dit, de la fuite de données. La fuite de données, c'est essentiel pour des institutions comme les nôtres de conserver son information. L'information confidentielle, c'est ça qu'il faut protéger. Et les collaborateurs qui, par inadvertance, exposent de la donnée ou des prestataires, on a beaucoup de prestataires qui exposent de la donnée à l'extérieur, c'est ça qui est un gros risque pour nos institutions. On va donner un exemple d'une attaque, justement, que vous avez interceptée. Juste avant,
tu parlais de matériel qu'on pouvait brancher sur un ordi, une souris, un clavier, une clé USB qui peut permettre de rentrer, d'avoir une entrée. Et ça, c'est des matériels que tu vas bricoler, hein, et que, on le voit, tu vas vraiment le modifier. On a filmé dans ton bureau justement tout ça. Regardez. Alors, on a parlé d'autres choses pour pouvoir rentrer sur le PC ou sur l'ordinateur, quel qu'il soit, d'un employé, c'est physiquement par une souris ou un clavier. Tu m'as dit qu'il y avait plusieurs possibilités, en fait, on peut tout faire. Donc là, c'est une vraie souris, hein. On est d'accord que ça sert vraiment à naviguer sur son ordinateur, hein. Tout ce qu'il y a plus classique. En off, je disais que c'est un peu comme les magiciens qui font vérifier leur tour avant de commencer. Qu'est-ce qu'on en fait cette souris-là? Alors en fait, cette souris-là, donc qui est vraiment une vraie souris pour le coup, hein, en fait, on a caché à l'intérieur un petit module qu'on a soudé à l'intérieur et qui nous permet de simuler des frappes clavier. En fait, ça va jouer le rôle d'un clavier qu'on a préconfiguré d'avance. Quand on va brancher la souris va fonctionner, mais il y a aussi des frappes clavier qui vont s'effectuer sur le poste et qui vont permettre de lancer un script. Alors là, ça peut être le lancement d'un implant, ça peut être vraiment tout ce qu'on veut. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a une sorte de petite bombe chargée que tu vas connecter à ton ordinateur et sans qu'on s'en rende compte, toi, tu auras ta souris normale, lui va faire une commande qui est destinée à faire. Ouais. L'idée, c'est qu'en fait, on remplace par exemple une souris dans un bureau par cette souris, ou alors on offre une souris à un collaborateur. Et au moment où le collaborateur va brancher la souris, potentiellement, il va se faire piéger. Donc, si tu veux, tu peux brancher la souris. Moi, je vais la brancher. Je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas de. Voilà. Alors, hop. Donc là, je viens de la brancher à l'instant. Voilà. Et donc là, ça va se passer assez vite. Ça va se passer sur l'écran, c'est ça? Ça va se passer sur l'écran. On va voir que finalement, voilà, un certain nombre de commandes vont s'exécuter. Et donc alors ça a été très vite, hein. Voilà. Ok. Alors ça a été très vite, là on a affiché une pop-up, mais finalement on peut aussi ne rien afficher du tout et télécharger un implant du même type que celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc là je vois juste qu'il y a marqué Hello Legend, voilà, bon, c'est sympa. C'est sympa, mais par contre du coup il y a quelque chose d'installé sur l'ordi. Et là concrètement, pour toi qu'est-ce que tu vas voir du côté malveillant? Est-ce que c'est pareil que ce qu'on a vu pour le phishing? Est-ce que tu dois avoir une interface pareille, connectée de la même manière? Là, en fait, on exécute des commandes comme si l'utilisateur très vite tapait des commandes sur son clavier. Et là, on peut imaginer qu'on va lancer l'implant et qu'ensuite, on va pouvoir avoir le même type d'accès qu'auparavant, le même type d'implant que celui qu'on aurait distribué via du phishing. Mais cette fois-ci, on le fait via une souris. Là, la souris, c'est physique. Ça veut dire qu'il faut l'installer sur un ordinateur. Là, c'est dans le cadre où, par exemple, je sais pas moi, un employé ou quelqu'un d'extérieur serait payé pour venir mettre une souris, c'est un peu l'idée? C'est ça, l'idée c'est ça, c'est quelqu'un qui vient remplacer les souris dans un open space par exemple, qui vient avec 10 souris comme ça, il vient les remplacer les souris de l'open space par ces souris-là et le matin quand les employés arrivent, ils se rendent compte de rien évidemment, ils branchent leur souris et après un certain délai, il y a les frappes clavier qui vont se déclencher et qui vont installer le malware. D'accord. Et là, en fait, les souris, souvent dans les entreprises, on a l'habitude de notre souris, tu vois, c'est celle qu'on a choisie, tout ça. Est-ce qu'il y aurait autre chose comme système pour pouvoir, qu'on ne se rende pas forcément compte, qu'il y ait un intermédiaire, tu vois, entre la souris et l'ordinateur, par exemple? Après, on peut imaginer que l'implant qu'on a mis dans la souris, finalement, on le branche directement sur le PC. Donc, en fait, imaginons qu'on a un clavier, on peut très bien utiliser un hub USB ici, un petit implant de ce type-là qui coûte 5 €, qui va jouer le rôle du clavier aussi. On va pouvoir le préconfigurer à l'avance et lui dire au bout de 10 secondes, quand tu es branché, tu t'exécutes telle ou telle frappe clavier. Et donc ce qu'on peut faire, c'est qu'à la place d'une souris, d'un clavier, d'un casque ou je ne sais quoi, en fait, on va pouvoir finalement se brancher comme ça, hop, à la place du périphérique, mais plutôt on va plutôt faire ça derrière, on va plutôt faire ça, on va dire, dans le cas où la souris elle est branchée sous le bureau en fait, pour pas que ça soit vu, pas que ça se voit. Donc là, tu dis ça coûte 5 € quoi, ce petit appareil pour. Ouais, en fait c'est très très basique comme appareil, c'est vraiment c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher et qui permet vraiment de faire ce qu'on veut, simuler des frappes clavier. On pourrait aussi même simuler une souris si on voulait, mais bon, ça nous intéresse un peu moins. Est-ce que, on parlait de toi, tu es Red Team, donc c'est toi qui vas tester les réseaux en attendant que Blue Team puisse capter qu'il y a des attaques qui se font sur les réseaux. Mais est-ce qu'eux vont avoir une détection sur leurs ordinateurs, pareil pour le phishing? Est-ce qu'ils vont avoir une sorte de fenêtre pop-up qui va s'ouvrir en disant « Ah,
il y a un accès qui est en train d'être fait, c'est très bizarre, c'est pas classique, et s'intéresser un peu à l'ordinateur qui est concerné. Alors c'est ça que nous on essaye de challenger dans la Red Team. Évidemment, si on utilise des modes opératoires qui sont assez classiques, et si on personnalise pas un minimum aussi nos charges, elles vont être détectées très rapidement. Donc la Blue Team va réussir à détecter qu'on a branché une souris malveillante ou qu'on a exécuté un implant via un mail de phishing. Après, tout l'objectif de la Red Team, c'est d'essayer d'avoir des implants ou de personnaliser au maximum nos outils pour qu'ils deviennent le plus furtifs possible et que la Blue Team ne puisse pas les détecter. Donc c'est ça qu'on essaye de faire au quotidien et qui nous prend pas mal de temps de recherche et développement pour mettre au point tout ça. Ma dernière question, elle concerne, comme c'est un objet physique, là on parle d'une souris, d'un clavier, est-ce qu'il y a on est dans un grand groupe, dans les banques de manière générale, ou même dans d'autres entreprises qui soient plus économiques, peu importe, politiques, tu vois, est-ce que il y a des checks qui sont faits dans les bureaux, on va dire physiquement, est-ce qu'on peut, ça prend trop de temps de le faire, ou est-ce qu'il y a des gens quand même qui vérifient de temps en temps, au moins une fois par an, qu'il n'y ait pas de choses qui n'ont pas lieu d'être en fait dans les bureaux? Alors vérifier les souris, ça c'est impossible. Vérifier les périphériques qui sont connectés sous les bureaux, je pense que c'est impossible aussi. Vraiment, l'idée c'est vraiment de réussir à détecter, finalement pas le périphérique en lui-même, mais plutôt ce qu'il va faire après. C'est peut-être très compliqué de détecter un implant qui simule des frappes clavier. Par contre, les frappes clavier, ça c'est quelque chose qu'on peut détecter avec les outils qui sont installés sur les postes de travail, qui vont permettre de détecter que oui, il y a telle ou telle commande qui ont été passées et qui sont potentiellement malveillantes, que oui, il y a un implant qui a été téléchargé et qu'il est potentiellement malveillant. Donc c'est plus ça qui va nous permettre de détecter ce type d'attaque-là. Parce que voilà, c'est impossible, on vérifie pas, on passe pas au scanner en fait tous les objets qui rentrent dans les locaux. C'est impossible. Voilà, comme ça on a pu voir un peu, ça permet de mieux illustrer. T'étais bricoleur de base ou t'as appris? Non, j'ai appris. Enfin, je suis bricoleur plus de la mécanique. Ouais. Je répare ma voiture, etc. Mais je fais des travaux un petit peu. Mais là, non, c'est plus des choses qu'on apprend parce qu'il y a aussi beaucoup de documentation qui existe, qui nous permet de nous renseigner là-dessus. On parlait de laisser son ordi sans surveillance. En fait, quand vous allez réussir à rentrer dans un ordi, ça se voit pas forcément à l'œil nu. Et justement, ça, tu l'as montré aussi en vidéo. Alors là, on est sur un nouveau cas qui est complètement différent. On va partir du principe que l'ordinateur qu'on va voir là a été volé soit dans un train, soit oublié dans un fast-food, enfin peu importe, ou a été volé intentionnellement pendant, je sais pas, une pause, par exemple, d'un employé. Ton objectif, c'est pouvoir te connecter, récupérer le maximum d'informations, peut-être voler, accéder aux fichiers, toutes les données en fait qu'il y aura sur l'ordinateur, mais en y accédant directement par le matériel, c'est-à-dire sans hacker, comme on l'a montré tout à l'heure avec le phishing ou autre. Comment ça fonctionne ? Alors, il faut savoir que les PC dans les banques et en entreprise en général sont chiffrés. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste débrancher le disque dur et accéder aux fichiers qui sont contenus. Ouais. En fait, ils sont chiffrés par un mécanisme, par une clé qui est localisée dans la carte mère. Il y a deux grandes attaques physiques qui existent et qui permettent, via un accès au matériel, de pouvoir compromettre le PC, pouvoir par exemple déposer un implant ou simplement accéder aux fichiers qui se trouvent sur le disque. D'accord, la première, donc là, mettons que je veux me connecter à cet ordinateur-là, si je vais essayer de me connecter, il va me demander un mot de passe. Exactement. Donc là, la première attaque qu'on montre ici, en fait, c'est une attaque qui s'appelle l'attaque DMA, Direct Memory Access. En fait, on va aller remplacer un périphérique légitime qui est connecté sur le PC et on va le remplacer par un outil qu'on appelle un FPGA qui va nous permettre de pouvoir modifier la mémoire en temps réel de l'ordinateur et de pouvoir finalement altérer son fonctionnement. D'accord. Il n'y aura plus les consignes habituelles de se lancer de telle manière, il va se lancer un peu différemment, il va accepter que le mot de passe soit plus demandé. Voilà, en gros c'est ça. Donc là en gros ici on a retiré la carte Wi-Fi et on a branché notre FPGA à la place de la carte Wi-Fi. Donc là ce que tu appelles toi, tu me disais tout à l'heure le hardware, c'est ce qui est physique sur un ordinateur. Donc là on modifie des bouts de carte mère, de son, peu importe, mais c'est physique. Ouais, là c'est simplement débrancher un composant pour rebrancher un autre, il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de choses très compliquées. D'accord, donc là l'utilisateur s'appelle John. Hop. Donc je vais mettre un mot de passe qui s'appelle coucou, parce que je suis assez classique dans mes mots de passe. Voilà. Donc là, si je fais ça, ça me met mot de passe incorrect. C'est normal en fait, parce que c'est pas censé fonctionner. Donc là, l'idée c'est que L'idée c'est que là, je vais demander au FPGA de modifier la partie de la mémoire sur le PC qui gère justement le contrôle du mot de passe. Et de lui dire, finalement, maintenant, quel que soit le mot de passe, tu vas ouvrir la session. Ok, vas-y.
Donc là, ça prend un petit peu de temps, le temps que en fait, toute la mémoire du PC soit étudiée et que le logiciel ici trouve la bonne partie de la mémoire à modifier. D'accord, ça modifie littéralement la mémoire de l'ordinateur. Voilà, ça modifie la mémoire de l'ordinateur. Là, je vois qu'il y a marqué donc patch successful. Ouais, donc là, c'est fini. Ok. Donc là, normalement, ça modifie les commandes de l'ordinateur, la partie de mémoire a été remplacée. C'est ça. Donc je ne dois plus avoir le problème. Voilà, exactement. Donc là, on a demandé au PC finalement d'accepter n'importe quel mot de passe. Et donc tu pourrais essayer de te connecter, comme tout à l'heure, avec le même mot de passe, ou celui que tu veux. Allez, on va remettre coucou. Et là, ça a l'air de fonctionner. Ah ouais, donc là, ouais. Et ça prend pas longtemps, quoi. C'est l'affaire de quelques secondes, ou maximum quelques minutes, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, et là, tu as accès vraiment à toute la commande de l'ordinateur. Enfin, voilà. Donc là, il y a différents modules, mais effectivement, là aussi, on va pouvoir accéder aux fichiers, donc télécharger des fichiers, ajouter un implant si on souhaite, et effectuer tout un tas d'opérations pour finalement compromettre complètement le poste victime. Est-ce que dans certains cas, et je pense que tu vas peut-être me répondre avec l'autre exercice qu'on va faire, on pourrait peut-être voler un ordinateur, y installer quelque chose et le rendre au propriétaire pour avoir une sorte de manière de suivre un peu plus long terme sans qu'il s'en rende compte, mais que ce soit directement implémenté dans l'ordinateur. Ouais. Alors dans les deux cas, on peut faire ça, parce que je disais qu'effectivement on accède au système de fichiers, donc on peut ajouter si on veut un implant. D'accord. Cette attaque-là va fonctionner plutôt sur des modèles qui sont un peu plus anciens ou des configurations qui sont un peu plus anciennes. Et il y a une autre attaque donc, qui s'appelle le sniffing de TPM, le sniffing de clé BitLocker, qui permet cette fois-ci, avec des outils plutôt électroniques, de récupérer la clé de chiffrement au moment où on démarre le PC. La clé de chiffrement en fait est transmise sur la carte mère d'un composant au processeur. La clé de chiffrement donc sert à quoi exactement, que je comprenne? La clé de chiffrement en fait elle sert à chiffrer les données sur le disque dur. D'accord. Cette clé de chiffrement, elle est stockée sur la carte mère dans un composant qui s'appelle le TPM. Propre à tous les ordinateurs ou c'est propre à des ordinateurs d'entreprise par exemple? Non, c'est propre à tous les ordinateurs. Ça dépend en fait comment on a ensuite configuré, si on a décidé de chiffrer ou pas le disque. D'accord. Okay. Pour les postes d'entreprise, dans la plupart des cas, on aura activé le chiffrement des disques. Donc du coup, c'est ce fameux TPM qui va rentrer en jeu et qui va permettre de fournir la clé de chiffrement au processeur pour déchiffrer le disque. D'accord. Okay. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'en fait on a mis des sondes sur la carte mère et ce qui se passe, c'est qu'on va démarrer le PC et on va lancer la capture des signaux qui passent sur la carte mère pour récupérer la clé de chiffrement. D'accord, donc là c'est vraiment des sondes que tu as placées dessus? C'est ça. En fait on a placé des sondes sur un composant particulier sur lequel transitent en fait les données et notamment la clé de chiffrement. Et comment tu sais que c'est vraiment précisément là? C'est-à-dire que si tu la mettais ailleurs, ça ne fonctionnerait pas? En fait, toutes les cartes mères sont faites un petit peu de la même manière et il y a certains canaux de données qui sont normés. Ici, c'est le canal SPI, donc c'est même écrit SPI ici. Et en étudiant en fait la documentation des différents composants, on peut savoir finalement quelles pattes on doit enregistrer et sur quelle patte la clé de chiffrement va passer. Donc tu lis par exemple, tu pourrais lire les manuels de chaque élément que tu peux acheter pour voir c'est ça en fait, typiquement sur ce composant-là, en fait on va récupérer le manuel, la doc, et on va en fait récupérer la documentation qui nous dit sur quelle patte on va récupérer l'information. C'est littéralement ce qu'on jette en général. Dès qu'on ouvre un emballage, tu dis oula, qu'est-ce que c'est ça, je vais le jeter. Toi en fait tu le jettes pas, tu l'utilises pour retrouver un peu toutes les informations qui te servent. En fait nous, une fois qu'on récupère un PC, on va lire finalement le numéro de série du composant et on va récupérer après sur internet la documentation. Là ça a l'air hyper complexe parce que tu as installé une sorte de plaque métallique, on peut l'avoir là. Donc là chaque sonde, on dirait qu'il y a un système qui est très monté, qui est préparé. Combien de temps ça te prend? Par exemple, si tu voles un ordinateur à midi et que tu veux absolument pouvoir placer quelque chose dessus, le rendre avant la fin de la pause repas, est-ce que c'est possible ça par exemple? C'est possible parce que ça prend, il y a 6 vis à retirer pour enlever le capot. Okay. Et après, une fois qu'on a localisé le composant, qu'on a récupéré la documentation et qu'on sait les quatre pattes à enregistrer, ça prend ensuite quelques minutes, 5-10 minutes à récupérer à mettre les sondes au bon endroit et à faire la capture. Et tu le vois comment sur ton ordinateur? Est-ce que tu peux capter les signaux? Est-ce que ça se voit? Ouais, ça se voit. Comment tu peux montrer l'interface si jamais? Alors typiquement, là, je vais plutôt brancher du coup l'analyseur logique. Ça, c'est l'analyseur logique, le petit boîtier rouge. Je vais le brancher sur mon PC. C'est quoi un analyseur logique?
En fait, c'est un petit boîtier qui va me permettre d'enregistrer les signaux qui passent sur la carte mère. Les signaux électroniques? Les signaux électroniques, voilà, c'est ça. Donc là, on est vraiment purement dans l'électronique, on n'est plus du tout dans le... C'est ça. Dans le dématérialisé. Et donc là, par exemple, donc mon analyseur logique est branché. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la capture des signaux et au même moment, je vais appuyer sur le bouton pour démarrer le PC. Et en fait, on va capter tous les signaux qui passent sur la carte mère. Donc là, je vais voir quelque chose qui apparaît à l'écran, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc en fait, là, je vais allumer le PC et je vais lancer la capture. En même temps? En même temps. Voilà. Et là, on voit les signaux. Très joli pastel. Donc là, c'est des signaux électroniques qu'on voit. C'est des signaux électroniques. Moi, ça ne me dit rien parce que je ne suis pas du tout connaisseur. Mais toi, il y a de l'information qui est importante pour toi. Exactement. Et donc, dans ces signaux-là, donc là, je vais arrêter la capture. Dans ces signaux-là, à un moment donné, il y a la clé de chiffrement qui est passée. Et grâce donc, au logiciel et aux différents scripts qui vont analyser ces signaux, je vais pouvoir récupérer en fait, la clé de chiffrement. Elle s'affiche ici. D'accord, ok. Et ça te sert de accéder à chaque composant. Donc ça peut être la mémoire, ça peut être plein de... Ça peut être n'importe quel composant qui sont suffisamment... qui sont compatibles avec ce type d'analyseur logique, parce qu'il y a des composants après qui ont une fréquence de fonctionnement qui est trop élevée, mais en tout cas sur ces composants-là, on peut faire ce type d'opération, et même sur des PC qui sont assez récents. En fait, ça dépend aussi du matériel et de la façon dont il est configuré, mais sur certains PC qui sont même assez récents, on peut encore effectuer ce type d'attaque. Toi, c'est arrivé, David, de faire une attaque et de te rendre compte qu'il y a une énorme faille que vous arrêtez pour finalement le signaler à la Blue Team tout de suite pour le boucher parce que c'était trop dangereux? C'était arrivé il y a quelques années, effectivement. On avait commencé une mission Red Team pendant les phases de reconnaissance, on s'est rendu compte qu'il y avait une vulnérabilité assez critique qui était exposée sur Internet. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que tout le monde finalement peut exploiter. C'est pas sur le réseau interne, c'est directement exposé. Donc à cette époque-là, heureusement, on est arrivé avant d'autres attaquants moins bien intentionnés, et on a stoppé l'exercice et on a pu indiquer aux équipes de patcher, de résoudre le problème rapidement. Tu as déjà fait exprès de laisser une faille de Nicolas, qui est en Blue Team, en protection, justement pour laisser arriver la Red Team et les piéger? Ça, c'est à double tranchant. C'est ce qu'on appelle en anglais les honeypots, donc les pots de miel. Parce que, en grosso modo, on a envie d'attirer le nounours. Et c'est quand même assez particulier parce que déjà, ça attire. Donc, tu attires l'attention. Donc, il faut être méfiant parce que tu attires l'attention sur toi. Et après, ça peut donner envie à l'attaquant de chercher un petit peu ailleurs s'il n'y a pas d'autres vrais serveurs. Et puis, ça peut générer de la frustration. Un attaquant, s'il se rend compte qu'il s'est fait piéger la patte dans le pot de miel, il peut être un petit peu aigri. Et on sait que ces gens-là n'ont pas forcément de l'humour, les vrais attaquants. Je ne parle pas des Red Team. Les Red Team, ils ont de l'humour. Parce que ça se règle le midi à la cantine. Mais un vrai attaquant qui serait fait piéger dans un pot de miel, il pourrait après être un petit peu vindicatif. Et puis ça demande beaucoup d'énergie parce que ce sont des choses qui sont pas, ça se fait pas comme ça. On n'allume pas une machine qui sert de honeypot donc pour piéger des attaquants. Ça demande de créer des vulnérabilités, les entretenir aussi, et puis regarder, surveiller ce qui se passe. Grosso modo, c'est plus des équipes dédiées qui font ce genre de choses. Nous, on est vraiment là pour les vraies attaques. Il faut comprendre, quand il y a quelqu'un qui s'est connecté à une machine, il n'avait pas vraiment légitimité à le faire, ou qui a envoyé des fichiers à l'extérieur sur une adresse mail personnelle, des choses comme ça. Truc pas clair, quoi. Truc un petit peu douteux. Nous, notre rôle, c'est aussi ce qu'on appelle lever le doute. Donc, il faut s'apaiser sur la situation, savoir est-ce qu'il y a vraiment un risque pour la banque ou est-ce que c'est juste une erreur humaine et qu'on peut réparer. Donc, on va mener une interview parce que la meilleure façon, des fois, c'est quand même de poser la question au principal intéressé, quoi. Ouais. Et puis de sentir un petit peu est-ce qu'il nous embourbe ou est-ce qu'il est vraiment honnête et qu'il a fait une erreur. C'est arrivé qu'il y ait un développeur qui prenne le dernier jour de son contrat. Alors ça, c'est 80% des cas. Quand quelqu'un part de la société, souvent, il a ce qu'on appelle un peu le travers de l'écureuil. C'est j'ai travaillé pendant tellement d'années là-dessus, j'ai le droit de l'emporter, c'est mon travail, ce sont mes cacahuètes. Mais non, en fait, non, c'est la matière que tu as créée pour la société qui t'a payé pour le faire. Et donc, tu n'as pas le droit de partir avec ces fichiers-là. Et donc, dans ces cas-là, il faut
qu'on lui rappelle les principes de propriété intellectuelle, de choses comme ça. Et t'as des mecs qui assument et qui te disent... Oui, t'as tous les profils. T'as ceux qui disent non, je vois pas du tout de quoi tu parles et puis de toute façon, j'ai plus à vous parler. T'as ceux qui appellent un pote et une demi-heure après reviennent en disant non, pardon, j'ai mon pote avocat qui m'a dit qu'il fallait pas que je déconne et j'efface tout. T'as ceux qui vont tout de suite dire ah ben oui et honnêtement se rendaient pas compte de l'erreur. Enfin, on travaille dans des métiers, l'informatique, c'est quand même entre guillemets des métiers où il y a beaucoup de jeunes et parfois ils n'ont pas forcément 10 ans d'expérience dans différentes entreprises où on leur a expliqué comment se comporter en entreprise et parfois ils commettent des erreurs de naïveté. Je pensais que j'avais le droit de prendre mes fichiers parce que c'est moi qui l'ai fait le code. Non, oui, c'est toi qui l'as fait, mais il t'appartient pas. C'est parfois un petit peu... En août 2020, Egor Igorevitch, un Russe, a tenté de soudoyer un employé de Tesla en lui proposant $1 million pour qu'il installe un logiciel malveillant dans le réseau informatique de Tesla. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. L'objectif était de voler des données sensibles et de demander après une rançon. Alors, au lieu d'accepter l'argent, l'employé a immédiatement informé donc, du coup, ses chefs à Tesla. Le méchant a été arrêté, a été condamné à une peine de prison suivie d'une expulsion vers la Russie. Est-ce que ce genre d'affaire, c'est un cas isolé ou ça arrive qu'on puisse demander à un employé de mettre une fameuse clé USB ou une petite merde derrière un ordinateur pour infiltrer ? Je ne sais pas si c'est arrivé, mais en tout cas, c'est des choses qu'on essaie d'anticiper. Nous, les attaques qu'on appelle les attaques hybrides, donc avec du physique plus du cyber, c'est des choses qu'on essaie de simuler justement. Donc j'en parlais tout à l'heure. L'insider ou le complice qui va brancher un petit device sur une prise du réseau ou derrière une imprimante ou sur une caméra, peu importe. Ça veut dire un accès initial qui va être physique à une agence, un bureau, et ensuite un attaquant derrière qui va poursuivre le travail et mener une vraie attaque cyber. C'est quelque chose qu'on essaie d'anticiper, et donc on simule ce type d'attaque-là pour trouver tous les moyens de défense et de détection possibles pour le jour où ça arrivera à être prêt. C'est pas nouveau, hein. Enfin, une agence de sécurité d'un pays assez important a essayé de déjouer le plan de développement de l'arme nucléaire en Iran avec des clés USB disposées par terre pour qu'un système qui était complètement déconnecté d'Internet se retrouve avec des choses dans le réseau. Nous, il y a eu aussi ça pendant les JO. Dans nos organisations, en règle générale, les ports USB sont bloqués. Ça paraît déjà une première mesure qui quand même limite un paquet de risques et réduit un paquet de risques. Vous bloquez les ports USB Les ports USB ne fonctionnent pas. Ça fonctionne pour une souris, une webcam, un lecteur de carte à puce éventuellement, mais ça ne fonctionne pas pour un disque dur, une clé USB, des choses comme ça. C'est bloqué et c'est soumis à des dérogations validées par ce que disait David, les RSSI, les responsables de la sécurité. Vous faites comment ? Est-ce que vous avez déjà essayé de soudoyer quelqu'un par de l'argent ? Est-ce que vous avez l'autorisation d'embaucher un acteur ? Jamais essayé. Ça dépend combien t'as. On n'a jamais essayé, on n'a jamais eu l'autorisation de faire ça. Non, on peut le simuler. C'est pas la peine de le faire en vrai. Nous, ce qu'on fait dans les opérations, c'est qu'on va simuler plutôt un complice. On va pas vraiment le soudoyer. On va pas chercher à savoir si la personne succomberait à nos avances, mais on va partirait avec l'oseille. Salut. On prendrait $1 million et partirait. Allez, merci. Vous avez eu de la chance, Tesla, que le gars n'y aille pas. Ouais. Parce qu'$1 million, ça peut faire vriller plein de gens honnêtes. Alors pour terminer aussi, il y a eu une histoire, Nicolas, Blue Team, tu as même été appelé par une des filiales européennes de la banque, donc dans un autre pays, on ne va pas citer. Une personne avait fait sortir des données sensibles pour le coup. Comment ça s'est passé ? Il y a une vraie enquête, tu as dû te déplacer, etc. Est-ce que tu peux raconter ? Alors ça arrive effectivement, qu'on soit appelé pour se déplacer. Là, on parle même plus d'incident, on parle de crise. On est en mode crise, c'est-à-dire qu'on se retrouve à 15-20 personnes dans une salle fermée dès qu'on n'y est plus, avec des systèmes de sécurité, il faut montrer patte blanche dès qu'on rentre, et on mène des investigations poussées. Il y a effectivement les autorités juridiques, policières qui rentrent dans la danse, et on se retrouve bloqué pour mener toutes les analyses avec un suspect qui est maintenu dans les locaux au moment des faits,
se retrouvent contraints, on est obligé d'appeler la police pour qu'ils soient interpellés, parce que nous, on n'a pas capacité à le faire. Et puis, la justice perquisitionne les domiciles, récupère tous les équipements informatiques, que ce soit jusqu'à la tablette des enfants, hein, parce que dans ces cas-là, les enquêtes veulent aller au bout du geste et on ne sait pas... quand on a des personnes malveillantes et qui peuvent avoir des liens avec l'étranger, là, l'inquiétude, c'était d'avoir sorti des données pour de l'espionnage parce que il y avait une conjointe qui était d'un pays pas forcément ami à l'époque. Et donc, dans ces cas-là, on se retrouve avec une crise pour analyser, pour comprendre tout ce qu'il a pu se passer. Hein, c'est ce qui s'appelle... Donc tu vas chez lui ? Les investigations. Alors nous, on va pas chez lui, c'est la police qui va récupérer les informations. Et on se retrouve dans un pays un peu particulier en termes de protection de la donnée personnelle et du secret de l'investigation, parce que très vite, au bout d'une semaine, parce que ça dure une crise... Quand ma femme me dit « ça y est, c'est fini ta crise » au bout d'une journée, je lui dis « non, une crise, ça dure 24... Enfin, ça dure pas 24, ça dure 3 semaines, 1 mois, voire plus. » Et on se retrouve, au bout d'un moment, à avoir le procureur qui nous met à disposition toute la saisie, c'est-à-dire le sac à dos, les ordinateurs de la personne, et qui nous convoque et nous permet de fouiller dans les affaires de la personne. Et ça, c'est assez particulier, mais ça dépend des juridictions. Hein. Vous êtes enfermés entre vous, là ? On est dans ce qu'ils appellent la brigade. C'est une brigade d'investigation numérique du pays. C'est très détendu. Hein. Ils ont un bar, des gros canapés, des fléchettes. Mais en même temps, ils nous ouvrent tout et ils nous sortent ce qu'ils appellent la saisie. Hein. Donc, c'est toutes les affaires de l'intéressé. Et on fouille et on... Et vous avez trouvé ? On a trouvé des choses, on a trouvé beaucoup de choses. Alors après, il faut faire le distinguo entre ce à quoi il avait accès de façon légitime dans le cadre de sa mission et ce auquel il n'aurait pas dû avoir accès. Et puis, qu'est-ce qu'il avait le droit ou pas de sortir, quoi. Et ça, c'est là où l'inquiétude règne, c'est quand on commence à jouer avec des adresses email un petit peu exotiques, je sais pas, je donne un exemple, mais des proton-mails, des choses qui vont directement en Russie, ça peut inquiéter des sociétés comme les nôtres. Il a été condamné ? Il a été condamné, c'est dans la presse maintenant, mais je ne donnerai aucune information, mais il a été condamné, effectivement. Pour terminer, une petite question pour toi, David, qui est en Red Team. Tu es un hacker éthique, tu es du bon côté de la force, mais tu as un savoir qui pourrait être utilisé du mauvais côté de la force. Est-ce que parfois tu as été tenté d'utiliser un peu ton savoir pour... Je sais que tu es marié. Ouais, voilà, j'ai une famille, j'ai pas envie de voir la police débarquer chez moi, donc non, jusqu'à présent... J'ai toujours fait ça dans le cadre légal de mon travail. Je dis pas que tu l'as fait. Je dis, est-ce que parfois on est tenté, quand on a un savoir, c'est même pas, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'elle a dans son téléphone ? Ou j'en sais rien, tu vois, ou tiens, il y a lui qui m'a fait du mal, qui m'a arnaqué. Je sais pas qui c'est qui a dit ça, mais des grandes capacités, ça implique aussi des grandes responsabilités. Enfin, moi, je peux voir la messagerie. C'est pas ça, c'est un grand pouvoir. Un grand pouvoir implique de grandes... voilà. Merci. C'est Spider-Man, non ? Je sais pas. Ouais, peut-être. Merde, c'est pas mon philosophe préféré, en fait. Vous êtes dans la cybersécurité, vous faites vraiment attention, plus que les autres, maintenant, chez vous, quand vous êtes sur le téléphone, quand vous êtes sur vos ordis personnels. Toi, David, qui attaque, du coup, tu connais le vice ? Oui, on est mieux sensibilisé, je pense, que la moyenne contre ça. Mais après, on n'est jamais à l'abri, à un moment donné, de faire face à un cybercriminel qui a des très bonnes idées et qui pourrait nous piéger aussi. Donc, il faut être vigilant. Mais... Vous avez choisi la couleur de votre équipe, Red Team, Blue Team, ou est-ce que vous pouvez passer parfois dans l'autre équipe ? Est-ce que parfois tu fais 2 ans dans l'un, 2 ans dans l'autre ? Moi, je suis pas un enfoiré. Non, on change pas. Ça se fait comme ça. Ça se fait, ouais. Je pense qu'on peut changer. Hein. Il y en a qui passent de Blue à Red, Red à Blue. Moi, j'ai été embauché en même temps qu'un Red Teamer convaincu qui a tenu 3 mois. Mais qui avait ça dans l'âme. C'est vraiment je pense que c'est j'allais dire mindset, c'est dégueulasse comme mot, mais c'est un état d'esprit. C'est une façon d'envisager les choses. Mais on dit souvent que pour bien savoir défendre, il faut savoir attaquer. Et puis je pense l'inverse aussi. Donc il y a des passerelles qui existent. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus. Je rappelle juste les chiffres, parce que c'est quand même énorme. Il y a 19 650 alternants qui sont pris chaque année dans les banques, donc c'est quand même énorme. Et 1 personne sur 2 qui est recrutée dans le secteur bancaire à moins de 30 ans.
Donc vous devez le voir, tu le disais d'ailleurs, je crois que c'était toi, David, l'équipe est assez jeune. Ouais, moi je suis pas le plus vieux, mais presque, mais donc moins de 30 ans. Ouais. Et moi, pour l'anecdote, le premier employé du CERT de mon équipe était alternant chez nous, il nous a rejoints. Il a pris une alternante l'année d'après et elle nous a rejoints. Et on a une alternante actuellement, donc l'alternance, c'est vraiment cyclique et c'est essentiel. Ça fait vraiment rentrer des gens. Parce que vous formez... c'est... quand vous avez capitalisé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans sur quelqu'un et vous lui avez enseigné plein de choses, vous n'avez pas envie de le voir partir. Donc il y a 200 métiers différents, donc étudiants, alternants ou en reconversion aussi. Il y a pas mal de gens qui vont en reconversion professionnelle dans les banques après. 45 000 recrutements par an, dont 75% de CDI, donc dans une période où on a du mal parfois à trouver du boulot, etc. Donc là, on a choisi la cybersécurité, on a fait un focus dessus, mais en réalité, il y a vraiment beaucoup de postes. Vous pouvez aller voir dans le lien dans la description. C'était la Fédération bancaire française et l'Opco Atlas qui ont sponsorisé cette émission, vraiment dans le but de dire qu'il y avait beaucoup de métiers ouverts dans le secteur bancaire. Donc voilà, merci beaucoup à tous les deux, je vous check. Merci d'être venus jusqu'ici. D'avoir assuré et puis expliquer un peu vos métiers de l'intérieur. Comme ça, on a aussi différents sons de cloche de différentes personnes qui bossent dans le secteur bancaire. On se retrouve tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches sur Légendes. On fait 3 interviews ou documentaires par semaine. Et on est aussi dispo en podcast audio, donc sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon Podcast. D'ailleurs, si vous nous écoutez, pareil, en podcast, dans la description, je mettrai le lien pour avoir plus de renseignements. Voilà, c'est j'investislavenir.fr / les banques recrutent avec un autre slash à la fin. Ça sert à quelque chose de mettre le slash à la fin ou pas? Ouais. Oui? Oui, ça coupe les mots. D'accord. Bon, voilà, je vous ai mis le lien dans la description. Non, mais ça sert à rien, en fait, si, on est obligé de le mettre? Non, je sais pas, j'écris pas, moi. Je t'ai dit, à 2 doigts, je tape. Bon, merci à vous tous d'avoir suivi, merci à l'équipe d'avoir préparé l'émission, à la FBF aussi pour la confiance. On se retrouve très vite pour une prochaine émission sur Légendes. Ciao tout le monde.